Toi, de ton côté, comment tu fais pour passer tes élèves de 500 à 5000 euros par mois? Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, des qui feront le montage aussi bien qu'un monteur pro? C'est la première fois du coup que tu as vu un fan dans la vraie vie? Des fois, tu changes de business, des fois tu évolues dans la vie, des fois ta mentalité elle évolue. Donc les objectifs que tu avais peut-être il y a 5-6 ans sont peut-être pas les mêmes que tu as maintenant. Peu importe ton travail, la qualité qu'il a, tu dois rester jusqu'à 17h. Tu vois, pour moi, déjà, ça n'a pas de sens. On m'a proposé un poste de direction à 3500 euros. Je me suis dit, vas-y, non, je me casse. Acheter des connaissances, c'est toujours un peu une arnaque pour eux, alors qu'en fait, c'est la base, quoi. Quand t'as envie de t'améliorer en sport, tu vas prendre un coach. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de la puissance de YouTube au format long versus le format court. Je vais te poser une question. Premier podcast, ça fait plaisir. Est-ce que t'as trouvé Gilles, ton monteur? Alors justement, ouais, exactement. J'ai été Louis m'a recommandé une monteuse. Du coup, ça, ouais. Je l'ai contacté, super pro. On s'est mis d'accord sur les tarifs. Et au final, je lui ai envoyé mes rushs dans pas très longtemps, tu vois, je pense. Donc voilà. Après, à tester. Tu cherchais un monteur pour un monteur pour faire quoi exactement? Alors, c'est intéressant que tu dises ça parce que justement, là, j'essaie de développer, je pense que je vais développer une nouvelle activité au niveau du consulting parce que, tu sais, quand on est solopreneur, comme là, entrepreneur, on met en place des process, qu'on le veuille ou non, en fait. Et je me dois de mettre à jour sur la création de contenu à ce niveau-là. Et c'est pas de la création de contenu type TikTok ou type business autre que du consulting. Du coup, c'est plus personal brand. Et donc, ça va être du raw, tu vois, mais plus avec des b-roll, etc. Je pense que vous captez avec les termes et tout. Donc voilà, je savais exactement ce que je voulais parce que dans ma niche, dans mon truc, c'est ce qui fonctionne. Et en même temps, ça me permet de pouvoir avoir plus de visibilité et de pouvoir mettre en avant ce que je veux dire via ce business-là, mieux que si c'était une vidéo montée en mode simple, tu vois. Voilà. Et toi, frérot? On va rigoler encore. Tu cherchais aussi un monteur, hein. Moi, comme tu le sais, ouais, alors un montage pour les vidéos longues, j'ai déjà mon monteur. Ouais. Il est bien setup à 200 par vidéo. Ça GPT. Non, même pas, c'est le gars que je t'avais dit là. Ouais. Et pour les shorts, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, ça l'a J'ai fait. trouvé. Ouais, ça a trouvé. Je l'avais envoyé quelqu'un ou pas? Je sais plus. J'ai vu ton post, mais ça s'est fait sur Fiverr. En vrai, petit tips là comme ça pour tous ceux qui veulent un monteur honnêtement et qui n'ont pas forcément de budget, c'est pas bête hein. D'aller chez Louis. Pas forcément de budget. Ça c'est pour scale. Vous allez chez Louis pour scale une fois que vous avez du budget. Non mais ouais, pour ceux qui n'ont pas forcément de budget, t'allais dire. Ouais, alors, en fait, tu peux très rapidement trouver des monteurs. Alors, t'attends pas bien sûr de la qualité top tier comme toi et tes équipes vous pouvez proposer, mais si t'as, je sais pas, un petit budget, tu veux tester des trucs, te lancer sur les réseaux, tu sais pas monter, sur Fiverr, tu peux avoir des monteurs corrects, tu vois, dans des pays comme au Maroc par exemple, qui viendront à travailler pour des belles salles de short. Hein. Et moi justement, c'est une bonne question parce que moi je suis dans j'ai beaucoup de monteurs que je connais et la plupart que je connais ils sont sur Twitter, mais moi ceux que j'accompagne, je les accompagne aussi à se mettre en avant sur Twitter. Et vous qui cherchez des monteurs de temps en temps et qui travaillent avec des monteurs, est-ce que genre vous êtes, pas toi peut-être Yanis, est-ce que tu arrives plus facilement à trouver des monteurs sur Fiverr ou sur Twitter, ou alors tu te dis putain Twitter c'est trop la jungle, niveau prix il y a tout et n'importe quoi? Le truc c'est que sur Fiverr, moi ce qui est bien c'est que tu as une belle vitrine, tu vois. Ouais. Tu vois un peu les travaux du gars, tu peux choisir, tu tapes monteur vidéo spécialisé TikTok, tu sais, t'as déjà les filtres. T'es pas obligé d'aller faire une annonce sur Twitter, d'avoir 3 mecs dans tes DM, ou plus, ça dépend de ton reach, et de toi faire le filtre. T'as déjà un petit filtre qui a été fait par leurs travaux passés. En plus, t'as la garantie Fiverr, tu vois, où tu sais que si le mec il accepte la mission, techniquement ton argent il est pas encore chez lui, donc il peut pas te mettre la douille, tu vois. Après, moi j'ai un petit avis sur ça parce que j'ai pas mal été chercher des monteurs sur Fiverr et sur Twitter. Là mon monteur actuel entre guillemets pour mes vidéos TikTok c'est un monteur Twitter entre guillemets, tu vois. Entre guillemets parce que c'est pas sur les plateformes classiques et du coup tu t'as pas la présentation classique etc. Sauf via le profil. Et le gars est trop fort, tu vois. Le gars est trop fort et sur Fiverr je trouve que c'est bien, sauf que parfois tu peux pas forcément avoir les résultats que le mec a mis en avant, tu vois. Le mec, il met les meilleurs dossiers qu'il ait fait, les meilleures vidéos et tout. Et parfois, il va te faire un truc, c'est pas forcément le top. Il y a un remboursement, etc. Mais je trouve que pour trouver un monteur au début et tout, c'est quand même la plateforme la plus intuitive, tu vois. Sur Twitter, ça va être un peu plus compliqué. Il faut envoyer un message, etc. C'est un service externe, tu vois. Donc, il faut vraiment être connecté, avoir une telle un peu business, tu vois. Voilà. C'est plus. Voilà, ce que et toi, t'as une vitrine ou pas sur Fiverr?
Parce qu'en Ouais. vrai, je pense que ça pourrait bien marcher. Hein. Tu te crées un profil là-dessus et tout ton réseau de monteurs, ça te fait de l'acquisition. Hein. Après, t'as même mal, toi même. Pour avoir de l'acquisition moi et derrière je redélègue Ouais. à des monteurs. Moi, mon premier monteur, quand je me suis lancé, c'est un gars que j'ai chopé sur Malte, du coup. Ouais. Et c'est une belle vitrine, honnêtement. Ouais, mais du coup, moi, tu me dis ça par rapport à ma boîte ou plus moi par rapport, je sais pas, avec. Non, ta boîte. Bah, en fait, j'y avais pensé à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai un positionnement qui est tellement large que Fiverr, en vrai, je me dis, moi, aujourd'hui, j'accompagne, j'ai vraiment ce côté d'accompagnement. Pas que faire du montage vidéo. Donc, sur Fiverr, je pense que si je m'y mets, je vais plus avoir des gens qui vont être en mode, je veux une vidéo là, je veux un short ici, machin. Et aujourd'hui, c'est plus ce que je fais. Je veux vraiment accompagner, je vais plus faire du one shot ou que de la post-prod, enfin, ça dépend, mais ouais, en vrai, si des gens veulent lancer des genres de formes d'agence, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant sur un début. Je pense en fait, toi, tu veux dire que t'as plus pris de la hauteur et t'es plus en mode tu fais les vidéos, tu montes, tu peux faire du montage encore ou genre. Ouais, tu mais gères vraiment plus, c'est encore la plus grosse partie de ce qu'on fait. Mais je veux dire, aujourd'hui, moi, tu me contactes pour faire que du montage. On va dire, je vais pas te dire un nom catégorique, mais je vais beaucoup plus étudier ton projet et je vais le prendre que si j'y vois un intérêt soit financier, honnêtement, soit parce que je kiffe je sais pas, le projet qu'il y a derrière, le gars ou quoi. Mais sinon, moi, aujourd'hui, je me tourne plus vers des clients qui me disent, OK, j'ai besoin que tu m'aides sur les idées de vidéos, comment on les met en place, avec quelle équipe de prod on travaille, les miniatures, le motion design, la stratégie, l'analyse. Bon, ça, c'est le package, ça, c'est le package ultime, tu vois. Mais moi, c'est plus cette direction que j'ai aujourd'hui, tu vois. Ok. Non, mais c'est une évolution, tu vois. Mais en vrai, je pense qu'on est d'accord que on a tous besoin d'un monteur, on a tous besoin de. Sauf si t'as les compétences, tu vois. Ce qui est bien, tu vois, c'est que quand t'as déjà les compétences en montage, c'est que quand tu lances dans la création de contenu ou quoi, t'as déjà les skills et du coup, tu gagnes au niveau financier et au niveau temps, tu vois. Après, je pense que t'es obligé de passer par là. Tu vois, on est obligé de faire un petit peu de montage, on bricole un petit peu et ensuite on délègue si ça commence à bien marcher en tout cas. Tu vois. Moi, j'avais du mal aussi à déléguer parce que je voulais avoir la main, etc. Je ne savais pas si le monteur allait bien capter quand tu fais des tutos, ouais. etc. Tu vois. Du coup, il faut bien lui expliquer, faire des scripts ou quoi. Faut bien détailler, sauf si tu tombes vraiment sur quelqu'un qui capte bien le truc. Et je pense que c'est là le côté humain rentre bien en compte là. Tu vois. Voilà. Et c'est intéressant le sujet. Vous en pensez quoi? Parce que là, on parle de montage depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, j'avais vu justement une vidéo il y a quelques jours, comme quoi, tu vois, ça traitait justement du sujet. Est-ce que l'IA, avec son avancée, ça avance beaucoup hein, dans tout ce qui est la création de vidéos maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, des IA qui feront le montage aussi bien qu'un monteur pro? Parce que ça, c'est quelque chose que, tu vois, typiquement, je vois plein d'outils aujourd'hui de software qui se lancent, qui permettent de faire du motion design. J'en ai testé il y a 1 mois, c'est propre. Moi, je pense que sur certaines branches du montage, ouais, c'est indéniable. Quand tu vois la force de frappe qu'a l'évolution de l'IA en quelques mois, alors en quelques années, ça va être fou. Après, moi, je pense qu'il y aura toujours une patte que l'IA pourra pas avoir sur plein de trucs. Je sais pas, sur le côté un peu storytelling, sur le côté justement être à l'écoute des demandes du client. Tu vois, l'IA, il y a vraiment encore ce côté très procédural. C'est comme si demain, en tant que client, tu vas avoir un monteur et tu lui fais un brief, voilà, il me faut ça, c'est clair. Le monteur, il va juste exécuter. Il va pas trop avoir cet aspect créatif. Je pense que l'IA, en tout cas sur le début et pendant un temps, elle va avoir ce côté où si tu lui donnes un truc très précis, ouais, peut-être elle va remplacer des monteurs qui justement, eux, ont que ce rôle d'exécutant. Mais pour moi, le monteur qui a dépassé ce step d'exécutant, et qui, pour moi, aujourd'hui, j'appelle ça des monteurs pro au sens large, c'est vraiment les monteurs qui vont apporter de l'idée, qui vont apporter de la créativité, qui vont apporter un storytelling au sens large, tu vois. En fait, ce que tu veux dire, c'est que ce soit pas mécanique. Parce que, en fait, l'IA, de base, c'est pas forcément mécanique, puisque ça crée un truc qui est spontané, entre guillemets, tu vois. Mais faut pas que ce soit mécanique, c'est là où l'humain interagit, quoi, tu vois. Donc, l'IA, elle manque de matière grise. Elle se base sur elle l'humain se base un sur ce peu que tu lui aussi, donnes. mais elle se base sur ce que tu lui donnes, elle se base sur l'analyse qu'elle a fait de plein de données. Et du coup, elle reprend un peu les biais de factuel, je vais faire ça, parce que ça fonctionne. Là où un humain, il peut avoir un peu plus cette créativité. Mais c'est sûr que plus on va avancer, plus il va y avoir quand même des... Ouais, ça va être compliqué quand même de plus en plus. Mais est-ce que toi, frérot, tu utilises des logiciels plutôt... Est-ce que tu arrives à quand même à automatiser certaines tâches en termes de montage? Parce que c'est ce que je cherchais pour couper les blancs lors de mes audios, etc. Parce que c'est un truc qui est chronophage, vraiment, tu vois, c'est un truc qui prend énormément de temps quand tu t'y connais pas, quand tu fais pas trop de montage, etc. Et du coup, avec une vidéo, 2 vidéos, si tu planifies ta création de contenu, ça te prend trop de temps, tu vois. Donc après, toi, je sais pas si tu utilises aussi, je sais pas, des tools, tu vois, qui vont te permettre de gagner du temps. Tu vois. Carrément. Si je prends. Pour le coup, toi, tu montes sur CapCut ou Premiere? Ouais, moi, c'est CapCut.
CapCut. Moi, en fait, en vrai, moi, je suis team CapCut parce que c'est natif TikTok, etc. C'est cool, tu vois. Il y a des polices qui sont bien visibles sur TikTok et du coup, c'est voilà. Mais avant, j'étais sur Premiere Pro, mais maintenant, si tu veux, je trouve faire du montage débutant, voilà, simple et tout, rapide et efficace, CapCut, c'est meilleure prise en main, tu vois. Je pense que Premiere Pro, faut vraiment prendre un petit temps d'adaptation et après goût, tu vois. Mais c'est un très bon logiciel aussi, hein. Je vais pas m'attirer les foudres les foudres de tous les monteurs là. Des ouf. Pro non, sur mais Premiere oui, Pro, t'as raison. Pour répondre à ta question, alors moi j'utilise, mais t'en as plein des petits logiciels pour te faire gagner du temps. Moi, ce dont je vais te parler, forcément, c'est sur Premiere. Après, t'en as peut-être des équivalents, tu vois, sur CapCut. Pour tous ceux, tu vois, qui sont sur Premiere, très simplement, tu peux installer, il y a un logiciel qui s'appelle Firecut. Là, c'est de la valeur pure qu'on donne gratuitement. Donc, tu as un logiciel qui s'appelle Firecut, je sais pas si tu connais. Non, Allez, Abdal. Je connais DaVinci Resolve, Premiere Pro. Mais tu parles pas de logiciel, toi. En fait, eux, c'est un plugin ouais. ils ont développé leur plugin que tu peux connecter à Premiere. Et en gros, ça t'auto-détecte plein de choses, comme les moments de blanc, comme tu disais tout à l'heure, et à venir les sélectionner et les couper. Tu peux aussi faire, ça après c'est traditionnel, Submagic, les sous-titres. Ouais, Submagic. AutoCut. AutoCut, la version FR, je crois. C'est des Français. Je crois que c'est des Français, il me semble. AutoCut, sympa. Et aujourd'hui, là, je suis justement en train de voir pour implémenter tout un workflow, tu vois, sur Make, qui te permettra. On en avait parlé, je crois, au café. On en avait parlé aussi de Zapier, je crois, vite fait. Tu vois, mais c'est les logiciels là d'automatisation. Tu vas venir processiser tout le workflow, de la création du script jusqu'à le livrable final qui est la vidéo. Et donc, aujourd'hui, tu as Submagic, ils ont ouvert leur API. Qui permet donc de se connecter à Make pour pouvoir derrière faire le montage. Alors, c'est pas du montage comme toi, tu pourrais faire avec tes équipes. C'est vraiment très simple, des cuts, du sous-titre, mais ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf. Tu peux envoyer 100 shorts comme ça. Mais de toute façon, là où c'est déjà très fort et là où ça remplace déjà pas mal de monteurs, c'est sur le vertical. Parce que le vertical aujourd'hui, c'est tu croppes, tu fais quelques zooms, tu fais des sous-titres, quelques b-rolls que maintenant tu peux faire de la génération par IA, et tu as déjà des IA qui sont pas mal perfectionnés là-dessus. Et maintenant, un mec qui est pas très bon en montage, il peut même se dire, vas-y, je fais tous mes shorts avec une IA. Bon, ça se voit encore beaucoup, c'est de l'IA. Mais en même temps, ça te fait gagner du temps. Et demain, les contenus short de base, je parle pas par exemple, toi, ce que tu cherches, il y a un peu plus de créativité, il y a un peu plus de choses. Il faut un côté humain. C'est ça. Je pense pour l'instant. Mais j'aimerais bien, tu vois, ça aiderait énormément de gens qu'il y ait un truc qui est automatisé et qui fasse gagner un peu de temps. Quoi. Ça, on pourra y arriver. Parce que toi, la seule problématique dans tes trucs, c'est qu'il y a plus de créativité dans les sous-titres, par exemple. Ce qu'une IA aujourd'hui fait moins. Tu vois, elle fait plus des sous-titres un peu basiques ou. Reste un peu dans des codes un peu classiques. Tu vois, typiquement, mon monteur, il parle que anglais, tu vois. Et du coup, c'est là où il y a aussi le côté humain qui compte. C'est que pour lui expliquer comment je veux la vidéo, etc., même si on traduit tout, quand c'est des tutoriels ou c'est des vidéos un peu plus poussées, selon la création de contenu que tu vas faire, il faut vraiment que tu expliques bien le truc et tout. Et s'il n'y a pas le rendu que tu veux, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de modifications, etc. pour un short, etc. Donc, tu vois, faut vraiment avoir des explications claires, etc. Donc, les outils, ça peut aider, mais il faut aussi trouver, si tu peux trouver un monteur qui est abordable au niveau prix même, tu vois. Voilà. En tout cas, on est tous d'accord que la création de contenu, c'est super important. Voilà. Non, mais t'es obligé. C'est pas visible. Et en fait, j'avais une phrase qui est totalement, enfin en tout cas je pense qu'elle est totalement vraie. Celui qui a gagné à la fin de la journée, c'est celui qui est le plus visible, entre guillemets. Si tu fais du contenu qui est pas assez niché ou quoi, même si t'es hyper visible, tu vas attirer forcément une masse c'est pas de l'audience qui est qualifiée. Ça peut faire partie de ta strat. Moi je préfère attirer une audience qui est assez qualifiée pour vraiment, quand je fais du contenu, ça les intéresse et c'est pas tout et n'importe quoi. Quand tu es visible, tu façonnes toi-même l'image aussi que tu as envie de montrer. Donc tu peux aussi un peu la jouer dans ton intérêt ou même mettre plus en avant tes traits de personnalité, là où quand tu communiques moins, tu laisses aussi indirectement les gens choisir un petit peu l'image qu'ils ont envie d'avoir. Tu vois, si tu as par exemple qu'une landing page, par exemple ça va transmettre une émotion, les gens ils vont peut-être se dire ok, donc ce gars il est peut-être un peu comme ça, alors que c'est derrière tu as aussi du contenu réseau, ça va peut-être de montrer d'autres facettes de toi, une personnalité, de l'authenticité. Et les gens ils vont plus s'y reconnaître et plus se dire ok, j'ai envie de potentiellement bosser avec lui, prendre sa formation, prendre son accompagnement, faire ceci, faire cela. Alors en fait, tu veux créer un lien, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu crées un lien, tu vois. C'est exactement ça. Après, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège, tu vois, de être visible pour être visible, tu vois. Chercher la viralité. C'est exactement ce que je disais. Mais en plus, toi qui étais qui était faceless, tu vois,
C'est quoi, Sans visage pour les non-anglophones. Ouais, j'allais dire peut-être. est-ce que tu vois le gars, parce que tu m'avais dit que tu t'étais lancé, tu commences à te montrer et tout. Est-ce que tu vois la différence, justement À quel niveau? Au niveau, peut-être, je dirais, pas au niveau de la conversion, mais au niveau des retours que tu as sur les réseaux. Est-ce que les gens font plus de commentaires? Est-ce que les gens s'engagent plus, tu vois? Alors, Moi, j'avais vu la différence, tu vois, ouais, au alors, moment où je m'étais montré, quoi. T'as commencé Faceless aussi? Je faisais que de la création de contenu sur Twitter, tu vois. Donc, c'était, il n'y avait pas de vidéo, quoi, tu vois. Et même vidéo YouTube longue, c'était que du faceless. Pascal, t'avais une voix off? J'avais juste ma voix, ouais. Juste Ok. ma voix. Et des Voilà. diapos? Ouais, voilà, c'est ça. Slide, voilà. Mais la voix, non, la voix, je considère que c'est, ouais, ça reste du faceless parce que tu te montres pas. Et Oui. tu peux très bien mettre une autre personne à ta place. La personne, elle va pas savoir que c'est une autre personne puisque c'est la première fois qu'elle t'entend, tu vois. Mm. Mais voilà, mais du coup, toi, frérot, c'est quoi la différence? Parce que moi, c'est un débat. En vrai, en fait, il y a tellement de choses à dire, tu vois, sur Alors, se montrer ou pas, quoi. la différence, si tu veux, moi, j'ai transité il y a pas longtemps. C'est Ouais. depuis cet été-là. Et je l'ai fait dans des niches, enfin dans une niche en l'occurrence, la niche manga, tu vois, qui est assez différente de la niche où j'étais. Maintenant, là, comme tu l'as vu, là, je suis en train de lancer les lives, de me lancer vraiment dans l'infoprenariat avec ma tête. Et je t'avoue que je ressens quand même une diff dans la façon dont les gens vont venir interagir avec toi. J'ai l'impression que, tu vois, le fait d'apparaître, tu es plus crédible directement. Plutôt que quelqu'un où ils ont juste la PP, tu vois, une PP manga ou sur Twitter, une PP voilà, que tu t'as copié-collé, où ils se disent, ok, le mec, il veut pas trop s'exposer, est-ce que c'est un scam, est-ce que le mec, il est vraiment honnête, tu vois. Il y a plein de questions comme ça latentes qui, tu vois, ça disparaît direct dès que tu te montres, j'ai l'impression. Ouais, non, mais Après, je pense aussi, ouais, clairement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est vrai que plus de crédibilité. Après, je pense que c'est normal, genre quand tu vois pas la personne, tu as du mal à te projeter. En fait, les gens, déjà, je pense que quand ils vont acheter ton produit ou ils vont te faire confiance sur un investissement ou quoi, peu importe si c'est un accompagnement ou une formation et tout, ils vont aussi acheter pour toi et pas que pour le produit, tu vois. Genre, il y a aussi la partie humaine, tu vois. Enfin, la partie humaine, tu vois, entre guillemets. Bah, encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en Le plus côté de formations, de produits, d'accompagnement comparé à il y a 4, 5, 6 ans. Donc les gens, ça explose. ils ont moins d'éléments sur lesquels se baser pour Mm. se dire, ok, je pars avec lui, plus qu'avec elle. Du coup, aujourd'hui, je trouve que l'humain, il est ultra primordial parce que maintenant, des tunnels de conversion, des VSL, t'envoies à foison, ça se recopie à droite à gauche. Donc maintenant, en vrai, ce qui fait vraiment pencher la balance, au-delà éventuellement du prix, c'est, je trouve, le côté humain où quelqu'un va dire, ok, là, il apporte la même valeur que 10 autres personnes, mais par contre, je me retrouve beaucoup plus dans lui, dans son parcours, dans ses valeurs, et du coup, j'ai envie que ça soit lui, tu vois, qui me partage sa valeur et pas un autre. Pourtant, la valeur est la même. Bah, c'est ça qui fait la différence. Et vous en pensez quoi? Justement, on parle de la formation, du marché de la formation. Parce que j'avais cette question en live il y a 1 ou 2 jours, de quelqu'un qui me demandait ouais, tu trouves pas que le marché de la formation il s'est cassé la gueule ou tu vois, c'est moins, c'est moins bien vu qu'à l'époque, tu vois. C'est quoi votre avis là-dessus? Parce que ça a déjà été bien vu. C'est ça ma question. C'est ça, effectivement. J'ai l'impression que en fait, plus le temps passe, plus on jette un peu la pierre aux vendeurs de formation parce qu'il y a cette image qui s'est déportée de tous les influenceurs qui profitent de leur image, tu vois, et de leur notoriété pour après vendre des choses derrière qui sont pas forcément très pertinentes. Mais ouais, c'est toute la question. Est-ce que vraiment cette image-là qui s'est déportée sur la formation, vous, c'est quelque chose qui vous empêcherait aussi de se lancer là-dedans? Tu vois, c'est un peu la réflexion qu'on m'avait posée. Ouais, je sais pas. Ça dépend peut-être de comment t'es positionné. Ouais. Alors, bah, d'une part, déjà, le marché de la formation en France, moi, qui suis dedans dans l'infoprenariat depuis 1 an, depuis avril 2024, donc un peu plus quand même, ça a toujours eu une image en France qui était mauvaise dans le sens où il y avait beaucoup de gens. En fait, il y avait une barrière à l'entrée qui était faible. Donc, tout le monde peut se lancer, tout le monde peut faire des programmes, mais après, ceux qui font vraiment du travail sérieux et qualitatif, ils peuvent se prendre la pierre parce que beaucoup de gens ont fait n'importe quoi avant. Et en fait, moi, je trouve que si tu fais un bon produit, si tu respectes les gens et si tu es légitime, tu n'auras pas de problème. Et ça va relever le niveau, tu vois. Mais je pense que c'est la mentalité en France qui fait que les gens ne sont pas encore éduqués à s'investir vraiment à fond, à acheter des connaissances. C'est toujours un peu une arnaque pour eux, alors qu'en fait, c'est la base, quoi. Quand tu as envie de t'améliorer en sport, tu vas prendre un coach, tu vas aller prendre la connaissance où elle est. Et voilà. Après, moi, je trouve que c'est par rapport
au produit que tu fais, par rapport à la légitimité que tu as. Voilà, donc ça, c'est une construction et c'est par rapport à toi et toi-même parce que maintenant, comme je l'ai dit, il y a vraiment tout le monde qui peut faire une formation. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que les gens, ils font ça et ils se doutent pas qu'ils veulent juste ça pour l'aspect financier, mais au final, ils se prennent un retour de flamme parce que leur produit est pas bon, parce que les gens n'ont pas de résultats et parce que ils respectent pas les gens, au final. Et du coup, ils ne se respectent pas eux parce qu'ils font pas un produit qui est qualitatif. C'est pour ça qu'on en revient. Le fait de se mettre en avant sur les réseaux, ça permet aussi indirectement d'éduquer ta cible à ce que tu vends. Parce que comme tu disais, aujourd'hui, on a encore, en tout cas par exemple en France, tu compares avec d'autres pays comme les US qui eux, sont beaucoup plus dans la vibe entrepreneuriat dès l'enfance ou dès le... Je sais pas, il y a une vibe différente. Ils sont plus avancés. Ouais, en France, tu vois une formation, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, ils vont voir le prix de la formation et ils vont se dire « Ah putain, c'est 1000 balles ». Et ils voient pas le truc de... c'est 1000 balles, mais qui vont me permettre d'aller en chercher beaucoup plus, ou c'est 1000 balles, mais ça m'apporte quelque chose pour moi. Et du coup, en fait, on voit trop encore par le prix, pas par la valeur. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a aussi un manque d'éducation, enfin, pas d'éducation familiale ou quoi, mais un manque d'éducation sur le côté entrepreneurial, le côté investir sur soi-même. T'achètes pas un produit, tu t'investis sur toi, tu vois. Oui. Et bon, ça a un prix, mais si derrière ça te rapporte 10 fois plus et sur le long terme, bon, ça représente rien, quoi, en fait. C'est ça. Après, on a un peu été habitué, j'ai envie de te dire, avec l'école gratuite, tout gratuit. Et c'est sûr, si demain, tu as un mec, il te propose de la formation, de la connaissance pour 1000 balles, 2000 balles, ça peut en freiner beaucoup, tu vois. Après, moi, j'ai toujours vu ça un peu comme dans l'entrepreneuriat. Au début, quand tu te lances en entrepreneuriat, t'en as, ils investissent de l'argent parce qu'ils croient en leur projet. Bah, une formation, en fait, c'est la même chose. Tu investis dans une formation parce que tu crois en cette formation, mais tu crois aussi en tes valeurs, en ton application et en ton propre projet. Et du coup, tu as besoin de ces valeurs pour amener ce projet-là plus loin. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui ont du mal avec cette vision-là. Donc, il faut continuer d'éduquer. Je pense que ça va venir petit à petit. Mais tu vois, ce que je veux rajouter, c'est que pour se former, pour moi, il y a deux possibilités. Soit tu ne veux pas forcément investir au niveau financier et du coup, tu as l'aspect autodidacte. Donc, tu vas aller prendre des informations où elles sont, de la valeur qui est 100% gratuite. Ou alors, tu vas directement passer par la case formation ou accompagnement. Et là, tu vas payer pour un chemin par lequel la personne est déjà passée. Et du coup, elle va te faire gagner énormément de temps. Mais c'est un échange de valeur et de connaissances. Donc voilà, après, c'est à la personne de voir combien elle peut investir. Voilà, c'est juste que maintenant, il y a tellement tout le monde qui se lance. C'est tellement facile de faire une formation. Mais tu vois, pour ça que les gens qui se montrent, les gens, je pense, ont plus confiance parce qu'ils savent qu'ils ils se représentent eux-mêmes avec leurs produits et du coup, ils n'ont pas forcément de problème à se montrer, tu vois. Après, tu peux rester en 100% anonyme pour des raisons vie privée ou quoi, tu vois. Ça, c'est autre chose, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un gap, tu vois. À partir du moment où tu te montres, je trouve que tu passes dans un autre monde. Ouais. Tu as d'autres concurrents, c'est un autre monde d'opportunités. Donc, c'est un travail à faire sur soi et c'est pas obligatoire. Mais pour être vraiment dans le socle création de contenu, dans le moule, entre guillemets, il faut passer ce step-là, je pense. Ça devient quasi obligatoire. Je dis ça, mais il y a des gens qui arrivent très très bien sans se montrer, tu vois. Voilà. Et vous avez voilà ce que je peux dire sur ça. Vous avez du mal à vous montrer ou c'était naturel pour vous au début? Ouais, moi, franchement, naturel, non. Mais j'ai jamais eu trop de mal, tu vois. Genre, j'étais pas à l'aise, je le savais, mais j'étais OK avec ça, du coup. Mais moi, j'ai fait des vidéos depuis longtemps et très jeune, même, je montrais ma tête. J'étais en mode, bon, voilà, c'est moi. J'ai jamais trop eu de soucis avec ça. Et toi? Il m'a dit, et toi? Moi, toi, c'est très récent. Moi, ça fait moi, j'ai commencé vraiment à me lancer sérieusement un peu, pas à plein temps parce que j'avais l'école à côté, mais voilà, à mi-temps, on va dire, en février 2023. Et sans montrer ma tête, donc je suis resté sans montrer mon visage pendant 2 ans. Ça m'a pas empêché, tu vois, de bien pouvoir me créer un complément de revenu là-dedans. Comme tu as dit, t'es pas obligé de te montrer. Par contre, c'est plus simple, forcément. C'est plus simple si tu as juste à allumer ton téléphone ou ta caméra et puis tu lances le truc, quoi. Après, Clia, aujourd'hui, Aygen, tu fais un avatar en 2 minutes. Tu vois, ça, c'est un sujet qui est super intéressant parce que ça peut permettre aux gens de se lancer en mode faceless et de gagner du temps au niveau genre du setup et tout, tu vois. S'ils sont en voyage, en déplacement, ils peuvent se cloner en mode IA et tout. Moi, personnellement, je trouve que ça peut être super. Ça peut être une alternative. Après, ça casse le côté humain parce qu'on voit que c'est de l'IA encore. Peut-être que ça va se développer encore, mais moi, je vois que c'est de l'IA. Et j'ai du mal à faire confiance, même si c'est la vraie personne derrière, tu vois. Moi, je suis d'accord. Après, est-ce que tu
tu préférais limite un petit personnage chibi. En mode, toi, tu préférais limite avoir ça. Si vraiment quelqu'un fait du faceless, tu préférais limite avoir ça qu'avoir peut-être un truc IA où tu vois que c'est de l'IA, mais en même temps, il l'a peut-être façonné un peu avec son image, un petit peu. Bah, tu vois, en vrai, je préférais quand même avoir un clone avatar IA, enfin, si je peux dire ça. Ça reste côté plus humain, tu vois. Ouais. Mais mieux, je pense que c'est de se montrer, tu vois. Ah bah Après, dans tous les cas, oui. c'est comme je dis, c'est un travail, je pense. C'est un travail sur soi. Et après, si tu es fier de ce que tu proposes, tu n'auras pas de mal à donner de ton image, tu vois. Moi, il y a des business que je pourrais pas faire au niveau éthique, tu vois. Donc, je vais pas me mettre en avant par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Mais je respecte les gens qui le font parce que c'est leur image et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais c'est quoi, par Final. exemple, toi, Yanis, tu disais, ça faisait 2 ans que tu étais en faceless, je crois, et là, tu te mets un peu à montrer ta tête. C'est quoi qui te gênait ou qui... Enfin, pourquoi tu l'as pas fait dès le début? Et du coup, c'est quoi qui t'a dit, OK, là, j'ai envie de passer le step? C'est une bonne question. Tu sais que cette question-là, j'ai longtemps réfléchi. Parce qu'au début, tu vois, c'était plus une gêne que j'avais. De te De montrer? me montrer en me disant qu'à partir du moment où je poste des vidéos, tu vois, il n'y a plus de retour en arrière. C'est quoi, la peur d'avoir des mauvais commentaires, des trucs où c'est toi-même, t'étais peut-être pas à l'aise avec toi, avec ta façon d'être? Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. Après, tu vois, ça se travaille. Là, c'est plus tout l'aspect vraiment dev perso, réflexion de pourquoi je le fais, pourquoi je devrais le faire, quels sont les avantages, les inconvénients. C'est tout un cheminement, en fait. Et forcément, ça prend du temps, tu vois. Ça prend du temps. Après, moi, je suis parti du principe, je me suis lancé il n'y a pas longtemps, du principe que j'ai une vision, tu vois. Me montrer aujourd'hui sur les réseaux, ça bénéficierait au projet que je souhaite développer. Et donc, pourquoi ne pas le faire? Ça serait débile, tu vois. Donc, pour les gens qui, par exemple, peut-être nous regarderaient et seraient un peu dans la même phase d'être en faceless et ils savent pas trop quand est-ce qu'ils passeraient à l'image, ce serait quoi, toi, le conseil? Enfin, en tout cas, toi, c'est ce truc de te dire, OK, j'ai envie de faire développer mon activité et je pense que montrer ma tête, ça peut avoir un avantage. C'est ça que tu t'es dit? Ouais, moi, c'est plus dans une optique, tu vois, de personal brand pour mon projet. Et t'es limité aussi, on va pas se le mentir. Parce que si derrière, tu montes pas ta tête, bon, comme on va dire, il y a de l'IA, etc. Mais c'est tellement plus simple d'allumer ton téléphone. Les gens, je pense, ne se rendent pas compte. Hein. Ceux qui sont dans le faceless, qui ont peur de passer à l'étape. Là, j'ai pris le DJI, comme je t'ai montré. T'appuies sur un bouton, ça tourne. Et puis après, tu postes. Ça te suit, voilà. Mais c'est magique. T'as pas besoin de t'embêter. Alors, voix off, je lis le script. Ensuite, il faut que j'envoie ça au monteur. Tu fais un truc niveau bien. montage, c'est plus chiant. Ouais, tu te filmes, tu vas sur Submagic, tu fais tes cuts, machin, et t'envoies, quoi. Ouais, c'est beaucoup mieux. Après, c'est sûr que c'est plus chiant de faire un montage avec le clone, etc. Tu le mets là, tac, etc. Tu vois. Après, maintenant, il y a des facilités. Mais ouais, en vrai, s'il y avait un conseil que je donnerais, ce serait travailler sur ça, comme tu as dit, en fait. C'est au mental. En fait, c'est se dire... Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu te montres sur les réseaux, il y a un step, tu vois. Tu casses une barrière, c'est comme tout, tu vois. Tu casses une barrière et tu te dis, c'est bon. Il n'y a pas... je pense que je vais pas avoir de problème demain. Et je pense que quand il disait, avec la peur de poster, peut-être que ce soit repris, que ça reste... En fait, tu es maître de ton contenu jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de visibilité ou quoi. Et que... Après, tu seras toujours maître si ton sujet n'est pas clivant et que tu ne dis pas des propos forcément qui divisent. Après, quand tu postes sur Internet, je pense que le jeu, c'est de se dire que le contenu appartient à d'autres, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu peux être repris sur une autre vidéo. Tu fais avec ces règles-là. Et tu réponds ou tu réponds pas, selon si on dévie tes propos ou pas. Enfin voilà, ça va dépendre de la thématique, tu vois. Mais je pense que c'est le jeu. Et après, voilà, faut proposer aussi un truc qui est en phase avec soi-même, son projet. Et être fier, quoi. En fait, il y a un truc aussi que je voulais rajouter, c'était que si on prend ton téléphone et qu'on montre ton contenu à tes proches, à ta famille, est-ce que tu serais fier? Est-ce que tu aurais honte? Est-ce que tu voudrais pas du tout? Et c'est peut-être un petit tips pour avoir un peu de recul sur ce que tu fais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais en tout cas, moi, j'avais fait une réflexion. Et des fois aussi, il faut aussi des fois lâcher prise. Moi, je le vois beaucoup quand j'accompagne des monteurs. Il y en a beaucoup, quand on parle de la phase des réseaux, ils sont beaucoup en organique sur Twitter, en textuel, etc. Ils me disent « Ah putain, j'aimerais bien montrer des fois un peu ce que je fais en me mettant en avant et tout, mais j'ai peur des commentaires, j'ai peur machin. » Je leur dis après, regarde les bénéfices que ça peut t'apporter et vois si tu as quand même un minimum envie de le faire. Et puis après, il faut aussi des fois se pousser un peu à l'action. Se dire, parce que c'est facile à dire, là, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain. Mais non, vas-y, fonce, essaye. Au pire, ça ne fonctionne pas. Bon, tu auras mis ton image une semaine sur Internet. Franchement, ça va pas tourner, ça va pas te desservir. Tu auras testé.
Mais il y a aussi ce côté où il faut y aller, surtout sur les réseaux. Sur les réseaux, en fait, tu peux vite être galvanisé aussi par les retours. Tu peux avoir une petite peur interne, tu commences à poster, tu vois des commentaires cool, des repartages et tout, et en fait, ça te galvanise et ça te pousse encore plus à dire, ok, bah, en vrai, go, tu vois, genre c'est bien perçu, ça me fait kiffer. Et en parlant des coms, là, j'ai une question qui me vient comme ça. C'est quoi, vous, le truc, depuis que vous avez commencé, qui vous énerve le plus sur les réseaux en tant que créateur? En tant que créateur. Ouais. Le truc, vraiment, ça Ouais. vous énerve. Honnêtement, tu veux... Non, vas-y, je réfléchis Non, en vas-y. même temps. Bah honnêtement, il y a pas grand-chose qui m'énerve forcément parce que j'ai pas encore beaucoup de haters, tu vois, donc je suis pas connu ou quoi, donc pas du tout, tu vois, mais et j'ai Je t'ai vu à la salle, hein. Je t'ai reconnu. C'est vrai. non, mais j'ai pas de sujet en fait, comme je suis pas dans un sujet qui est clivant, dans un business qui est clivant ou quoi, évidemment, j'aurai moins de gens qui vont me mettre des commentaires négatifs, mais ce qui m'énerve, c'est des gens qui font des généralités. Alors que tu connais ton sujet, ils vont arriver sur un live, ils vont arriver sur tes vidéos, ils vont dire non mais ça c'est pas bon. Alors, parce qu'ils Alors ne te connaissent pas. C'est ton taf quoi, tu vois. Monsieur, je sais tout. C'est juste ton taf. Tu connais ton sujet, tu sais ce qu'il y a à faire. Ouais. Du coup, et après la personne peut revenir et dire ah bah excuse-moi, etc. Donc C'est faut rare. laisser le temps, tu vois. Mais ouais, rien qui m'énerve particulièrement. Juste faut que les gens prennent le temps de voir les vidéos, de prendre en compte, etc. Voilà. Ok. Et Moi, j'ai toi un truc, mais c'est plus spécifique. Ouais. C'est-à-dire que moi, parce que moi, je sais que j'ai quelques personnes. Je sais pas si ça se fait beaucoup sur les réseaux, quoi. T'as forcément. Bon, pareil, j'ai pas tant de haters que ça, en vrai. Mais je touche du bois. Ça, Mais, ça va arriver, on va tous Non, avoir. j'en ai pas tant, mais tu vois, Je je sais qu'il y a rigole, des bien sûr, personnes, je tu vois, ils sont un peu. Ils sont là, tu vois, des fois, même pendant des années, tu te dis, bon, ils ont pas de vie, bref. Et moi, je vois, il y a des gens, tu vois, des fois, ils te mettent des trucs. Et bizarrement, en fait, le commentaire, il disparaît quelques temps plus tard, tu sais. Ah. Bizarre. Comme par hasard. Bizarre, c'est bizarre. Tiens, C'est bizarre. Tiens. Bizarrement, c'est toujours les commentaires négatifs, tu vois. Ouais. Et tu te dis, bon, bah, en fait, t'es un hater, ok, assume jusqu'au bout, tu vois. Et ça, c'est un peu le truc qui m'énerve sur les réseaux, c'est que tu prends le parti pris de t'exposer, tu prends le parti pris d'avoir des haters. Bon, bah, ok, t'assumes que tu fais pas l'unanimité, mais ce truc-là de je te mets des trucs, mais bon, après, derrière, j'assume pas. Moi, c'est un peu un truc, voilà, assume jusqu'au bout, quoi. C'est un ton peu le point de vue, truc. quoi. Mais je sais Ouais, pas si ça se fait beaucoup. clair. Moi, je sais juste que c'est le truc, j'en ai quelques-uns, et quand je le vois, je suis en mode, bon. Je laisse couler, tu dis. Ouais, voilà. Très ça, du coup. Et toi, Yanis? Moi, ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est vraiment les gens en fait qui vont venir se permettre, les haters, tu vois, de commenter quelque chose. Mais ces mecs-là, tu les vois jamais dans la vraie vie. Ouais. Tu les vois jamais. Tu les vois pas. Ils sont tout le temps sur les réseaux. Ils t'envoient des tags. Et après, en fait, pour eux, c'est juste des mots, tu vois, mais ils se rendent pas compte de Oui. la portée que ça a derrière, tu vois, sur les personnes qui prennent le temps de construire du contenu, de faire les choses bien, pour après avoir les retours qu'ils ont derrière. Moi, j'ai une anecdote Ouais. sur ce que je disais. Moi, j'ai rencontré un mec qui faisait ça. Il mettait des commentaires, il supprimait. Et je l'ai vu, mais plusieurs années après. Hein. Ouais. C'était genre à l'époque de mon agence. Un des mecs comme ça, bon, il a dû mûrir depuis et tout, tu vois, et je lui souhaite. Mais du coup, il y a quelques temps de ça, on s'est croisés à un endroit. Je vais pas en dire plus. Et voilà, et puis c'était très cordial. Après, voilà, peut-être on se sait part et d'autre, mais il y avait ce côté cordial, parce que, bah, en fait, quand t'es pas sur les réseaux, bizarrement, t'es plus humain, quoi. Ouais. Donc, Ah non, ça, et c'est c'est assez marrant. Bah, ouais, parce qu'en fait, il y a le côté aussi anonyme, même si t'as un Ouais, profil c'est ou ça. quoi, en fait, voilà, Oui. les gens, ils mettent ce qu'ils veulent. Mais c'est là où je reviens sur le truc, sur ce qu'on a parlé tout à l'heure. T'es maître de ton contenu, et ça va aussi jouer sur le marché où t'es, ou la niche où t'es. Si t'es sur un marché qui est assez clivant, tu auras beaucoup plus facilement des commentaires négatifs ou quoi, ou des critiques. Et du coup, ça dépend si t'es prêt à te lancer dans ce type de marché-là, tu vois. Il y a des business qui sont beaucoup plus ou moins éthiques. Et du coup, tu peux avoir plus de critiques que d'autres. Il y a quand même une jauge, tu vois. Donc, à voir. Mais il y aura toujours des critiques. Et je pense que s'il y a des critiques, ça veut dire que c'est sur la bonne voie. Ça veut dire que tu n'es pas indifférent et que tu es quand même visible et tu touches une partie. Après, c'est un des petits tips que tu enseignes ou pas? Parce que ça, il y en a beaucoup qui le font, tu vois, sur TikTok, Ouais. de chercher la réaction, le commentaire, et donc traiter de sujet à la controverse. Bah, tu vois, là, il vient bien sur le sujet. Ouais, en vrai, c'est être clivant. Ouais, non, pour la création de contenu, je sais pas si vous me direz si c'est votre point de vue aussi, mais en vrai, si tu fais du faceless, si tu fais du contenu, de la création de contenu faceless, le mieux pour avoir des vidéos qui deviennent virales le plus rapidement possible, ça va être d'attirer le clivage, entre guillemets, enfin, que ta vidéo soit clivante et qu'elle suscite le débat. Plus elle suscite le débat, plus tu vas avoir des commentaires. Et le but
de ça, c'est de mettre en avant ta vidéo par l'algorithme TikTok. Et comme les commentaires, moi j'ai remarqué que sur toutes mes vidéos faceless, tu vois, c'est ce qui apporte le plus de visibilité après sur le fil d'actualité. Bah voilà, tu vois. Il faut jouer aussi avec les règles. Après, c'est en faceless, donc voilà. C'est des petits tips, voilà. C'est tout. Bah vas-y, toi, frérot, dis-moi si t'as des tips, même toi, hein, en termes de créa de contenu. Après, oui, il y a le hook, etc., tu vois, mais là, on parle pas de créa de contenu où tu te montres. Là, je parle vraiment en faceless, tu vois. Voilà. Les tips en faceless? Ouais. Bah après, en fait, si tu veux, c'est un tout. Et encore une fois, bon, après, il faut distinguer de quel réseau tu parles. Est-ce que c'est du YouTube long? Est-ce que c'est des TikTok, etc. Et bah, comme il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, à chaque fois, moi, la réponse est la même. C'est un réseau de détails TikTok. C'est vraiment les petits détails. Par exemple, tu vois, j'ai fait une vidéo. C'était il y a un an, tu vois. Sur ma chaîne secondaire. Tu vois, je pense que tu l'as vu, non? Je pense, ouais. Avec la choquette. Oui, j'ai vu. Et en gros, tu vois, forcément... Aux gens, c'est quoi la choquette? Forcément, bon, on mettra peut-être un lien de redirection dans la description. Mais forcément, tu vois, c'est un objet à controverse. Et moi, je le mettais directement exprès, pas en plein dans le plan. Sur la table, devant. Ouais. Sur la table, caché. Pour avoir des coms. En extrémité, tu vois. Et bah, t'avais quand même une belle proportion des commentaires qui disaient ah tiens, regardez à 0.03, tu vois, typiquement. Ouais. Ça peut être un... Tu vois, c'est un petit détail. Quand on fait la vidéo... Bah, plus les gens ils vont commenter, plus tu vas avoir de visibilité. Et au final, voilà, tu vois, c'est exactement ce qu'on veut, en fait. C'est ça. Après, il faut juste pas tomber dans le piège, comme on disait au début, de chercher les vues pour les vues. Parce qu'après, tu deviens en fait un influenceur. Et est-ce que c'est ce que tu veux en te lançant sur les réseaux? Ouais. Bah, tu vois, ça, c'est typiquement un truc qu'elle nous dit dans le programme. C'est de savoir justement pourquoi tu es sur les réseaux. Est-ce que c'est pour le business? C'est les trois catégories. Soit tu es là pour le business, soit tu es là pour avoir une belle image. Et derrière, si tu as la vision, après derrière, tu pourras composer en fonction d'eux, tu vois. Mais je m'en rappelle plus. Mais je l'ai fait il y a un an et demi. C'est le programme de Céline. Ouais. Je sais plus c'est dans lequel module, mais c'est pour développer en fait sa vision avant de se lancer, il me semble. C'est possible. J'ai plus le inside. Mais en fait, ça vient aussi par rapport au process de création de contenu. Il y a le process d'acquisition, tu vois, comme tout le monde. Tu vois, même si tu te lances sur les réseaux et que tu n'as pas conscience que tu mets en place des process, si tu fais de la création de contenu, tu as créé un process. Et c'est un process d'acquisition. Après, ça dépend comment tu rediriges ton trafic. Mais là, comme tu dis, si tu fais du mainstream, entre guillemets, tu fais vraiment un truc grand public, tu peux attirer une audience qui est hyper large et ça va pas être niché. Et donc, moi, je trouve que ça peut être une stratégie qui est viable, mais il faut combiner ça avec du contenu qui est très niché et du contenu aussi qui est assez éducatif par rapport à ta niche. Donc, tu nourris ton audience avec ça, tu vois. Il faut vraiment que ce soit, tu vois, un compte Instagram qui a genre 1000 abonnés, mais ce soit 1000 abonnés qualifiés, ça vaut mieux qu'un compte qui a 10 000 abonnés, mais qui sont hyper larges. Parce qu'au final, tu vas scinder et tu vas avoir un entonnoir et du coup, tu filtres, en fait. Et au final, tu auras autant de personnes que si tu avais les 1000, tu vois. Non, mais donc, c'est super important de bien nicher son contenu. 100%. Bah, de toute façon, mais je pense que t'en connais forcément un ou deux sur YouTube. Format YouTube long, par exemple, tu vois, ils font 200 vidéos, ils paient pas de mine. Mais derrière, en fait, sur les 200 vues, parce que derrière, ils vendent une offre high ticket à 2000 balles, bah, le mec, tu vois, à la fin du mois, il fera plus d'argent que le gars qui cherche la viralité, la visibilité avec ses petits produits, tu vois. Ouais. Bah, en fait, il a déjà qualifié son audience. Ouais. En fait, le truc de viralité, c'est bien d'être mainstream parce que tu vas avoir beaucoup plus de visibilité. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu es influenceur, influenceuse, c'est ton image, donc c'est ton but d'avoir le plus de visibilité possible parce que c'est ton image à toi et c'est ton personal brand. Mais si tu es plus dans le business, etc., le mieux, c'est d'avoir un contenu hyper niché comme toi. Tu as du contenu niché comme toi aussi, tu vois. Après, oui, il y a des vidéos qui sont là. En fait, tu peux être mainstream dans ta niche aussi, tu vois. Donc là, c'est un travail. Il faut juste vulgariser ton contenu au plus grand nombre et essayer de le simplifier, en fait. Mais là, ça va être un peu plus compliqué, tu vois. Il faut vraiment simplifier le truc. Ouais. Et en général, par contre, les gens qui font ce que tu viens de dire, mais qui le font bien, ils peuvent vite exploser. Oui. Ah oui, c'est clair. J'ai découvert un compte de nutritionniste qui s'est mis comme ça sur TikTok il y a quelques mois et elle a explosé, en fait. Pourquoi? Parce que son contenu, il est engageant. Elle essaye d'expliquer, tu vois, des concepts en nutrition qui sont parfois un peu complexes. Mais tu vois, dans le format TikTok, elle le fait bien. Mais il y en a plein. Moi, j'avais vu d'une meuf, je crois, dans la médecine, pareil, qui... t'as l'air de connaître, non?
Il y a Il plein y en de a comptes, plein. il y en a plein, il y en a trop. De démystifier un peu le truc, ils essaient d'amener les choses avec des termes plus compréhensibles, peut-être avec un peu d'humour dans un domaine qui n'était pas forcément C'est clair. dédié à l'humour au sens large, et tu sais, ils t'amènent un peu le truc, et en vrai, quand tu chopes un bon angle comme ça, ouais, comme tu dis, tu peux vite prendre et toucher une cible assez large, quoi. Au final, en plus avec TikTok et tout, ça va trop vite. Ça va une de ces Tu vitesses. vois, en fait, je pense que c'est différent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Instagram et TikTok, c'est différent. Dans le sens où les vues TikTok, ça vaut un peu moins que les vues. Ça vaut un peu moins que les vues Instagram. Les vues Instagram, c'est un peu plus. Est-ce que je peux dire qualifié? Premium. Ouais, genre pour moi, 10 000 vues. Ouais, j'allais dire, 10 000 vues TikTok, ça peut valoir 1000 vues Instagram, tu vois. Enfin, j'ai essayé de faire un petit ratio, mais tu vois, c'est différent en termes de. Moi, les progression vues Insta, elles sont très. Très premium. Ouais, c'est ça, elles ont ce côté premium. Non, TikTok, dur, ça va trop vite. Hein. C'est ouf. Après, est-ce que c'est pas lié à l'audience sur Metricool, je crois qu'ils avaient sorti surtout les ans des rapports annuels. Et sur Instagram, c'est vraiment le réseau parmi les trois, YouTube, Insta, TikTok, où tu as les gens avec le plus de pouvoir d'achat, les plus matures. Donc si derrière tu vends effectivement des produits, même si tu as 1000 vues, en vrai, tu as une bonne vidéo qui fait 1000 vues, tu convertis plus. C'est beaucoup plus qualifié, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est important de. C'est pour ça qu'il y a des process aussi, tu vois, quand tu commences la création de contenu, genre, tu commences à avoir ta propre organisation, tu travailles aussi sur ton contenu, voir ce qui fonctionne, et tu vulgarises, comme on l'a dit avant, tu vois, ton truc. Et ça, c'est un taf, quoi. C'est un taf. Faut faire une veille aussi, voir ce qui marche, etc. Parce que tu vas pas. Voilà, il y a de la créativité, mais il y a également de la recherche pour savoir ce qui marche aussi, tu vois. Très important, ça. Exactement. Moi, ça, originalité max. Mais moi, je suis curieux d'avoir ton avis. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui veulent se former, qui veulent prendre des formations, par exemple, comme tu proposes, en se formant à la création de contenu, TikTok, demain je fais du contenu. Mais moi, en fait, le truc, tu vois, vraiment numéro 1 que je vois c'est chez ces gens-là, c'est qu'ils veulent se lancer, mais ils savent pas dans quoi. Et ils attendent de toi que tu saches pour eux, tu vois. Est-ce que ça, c'est un truc où toi, tu as déjà été confronté à ce genre de situation et comment tu y réagis? Parce que je me suis posé la question il y a 2 jours de ça. C'est une question assez large. Je sais pas ton avis sur ça. Mais moi sur ça, c'est que si tu sais pas où tu vas, je t'accompagne pas. Enfin, après, moi, c'est ma. En plus, moi, je suis plus sur du étiquette. Ouais. Donc, j'ai envie d'avoir un. Je veux aussi être content quand. Tu vois, moi, je m'en fous de quelqu'un qui me paye. Si c'est juste pour me payer, ça m'intéresse pas. Tu vois, moi, j'ai vraiment aussi envie d'être content des résultats que je t'apporte. Donc, si t'es pas aligné avec ce que tu veux faire, bah, viens, juste, je t'accompagne plus tard ou je t'accompagne pas, quoi. En fait, tu donnes du temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Du temps. Franchement, c'est une très bonne question. Et pour te répondre, en vrai, je peux te donner un petit exemple. Une personne qui vient et qui veut lancer un business, il y aura toujours une personne pour la conseiller et proposer une offre par rapport à ça, tu vois. Donc, en fait, tout dépend si ton offre répond à cette problématique-là, tu vois. Si mon offre, c'est d'accompagner les gens à créer un business de 500 à 5000 euros par mois, ce que je fais et ce que je peux faire aussi encore un peu plus poussé, tu vois, en mode un peu plus poussé, il faut que la personne ait quand même un minimum aussi un truc en tête. Si elle a rien du tout, je peux lui proposer, mais il faut qu'elle ait des compétences aussi, tu vois. On part du principe que la personne fait déjà du contenu, qu'elle a déjà un process. Si tu pars de zéro, tu dois lui apprendre tout ça, et du coup, en tout cas, c'est pas ma cible. Et si la personne ne sait pas du tout, il faut qu'elle l'apprenne. En fait, je trouve que tout est une question de compétences, tu vois. En vrai, tu vois, demain, tu veux monétiser ton audience, il faut que tu leur apportes un truc, tu vois. Mon avis, tu vois, il est un peu différent, dans le sens où les compétences, ok, ça s'apprend. Par contre, la vision, comme on disait avant avec Louis, en fait, nous, on peut t'apporter les compétences. Toi et moi, on est là pour ça, je pense, tu vois. Dans ton programme, tu donnes les outils à tes élèves pour qu'ils fassent. Mais la vision, tu vois, savoir, ok, quel type de niche faire, quel type de contenu faire, ça, c'est du ressort, je pense, de l'élève, tu vois, de prendre en main les choses. Bah en fait, là, carrément, c'est proposer un business à la personne. Moi, tu vois, c'est pas du tout ma cible. Petit exemple, tu vois. Moi, je vais mettre en place les process pour les personnes. Je vais leur aider à avoir une vue d'ensemble sur leur business, mais du coup, je vais pas les aider à trouver un business. Et en fait, je trouve que développer une compétence, tu peux leur apprendre. Moi, je vais apprendre demain comme toi, tu vas apprendre aux gens comme toi, tu vas apprendre aux gens toi, tu vas faire le montage, tu vas leur apprendre à devenir un freelance, etc. Tu vois. Toi, ça va être développer la création de contenu, TikTok, short, etc. Ça, c'est une compétence. Mais
si tu veux développer un business, je pense qu'il faut déjà que la personne ait des process, donc elle ait déjà des compétences en place, tu vois. Et apprendre à quelqu'un à faire des compétences, c'est parce qu'elle veut lancer un business autour de ces compétences-là. C'est pas on lui apprend des compétences pour qu'elle lance un business au-dessus, tu vois. Je pense que tu vois un peu ce que je veux dire, mais voilà. Moi, je pars du principe que la personne, elle génère via ses compétences, via ce qu'elle propose à son audience. Elle a des process en place, mais elle sait pas forcément des fois ce que c'est un process. Elle fait du setting un petit peu, elle fait du tracking, voire pas du tout. Donc, on est là pour voir une vue et lui dire, écoute, là, ça va pas, ça va pas. Apporter plus de structure et de clarté, quoi. Bah, surtout qu'au début, c'est l'aspect financier qui compte. Après, ça compte un peu moins parce que bah, tu as ton temps, tu scindes ton temps et tout, tu vois. Donc, il faut développer ça parce que l'aspect financier, ça compte pour te développer après, tu vois. C'est important. Tu réinvestis dans la création de contenu, tu réinvestis sur toi, voilà, il y a plein de choses à faire, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai fait une longue réponse sur ça, mais je pense que tu vois le truc, quoi. Non, c'est important. Tu peux. Voilà. Et toi, dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Non, mais en vrai, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tu vois. Demain, regarde, Louis. Une personne, elle vient, elle te dit, écoute, je sais pas du tout faire du montage et je veux devenir freelance aussi. On part sur une base qui est beaucoup plus lointaine que si elle vient, elle te dit, écoute, j'ai déjà tapé un peu sur le montage, j'ai déjà 1 ou 2 clients. Ça va être beaucoup plus simple pour toi de l'amener. Ouais, bah déjà, moi, j'accompagne pas sur la partie technique. Donc déjà d'emblée, si t'as pas un minimum de base en montage, je vais te dire, bah écoute, moi je pourrais te donner toutes les méthodes, mais si t'as pas encore tu vois, un minimum de compétences à vendre à tes clients, bah je pourrais te donner toutes les méthodes pour aller les chercher. T'as pas la matière, quoi. Donc après, ouais, faut voir si la personne est assez mature dans son développement d'activité. Et moi, je sais que dans ce que je fais, c'est aussi beaucoup de voir ouais, les visions long terme. Parce que j'ai pas envie aussi d'accompagner des gens qui. Moi, j'ai envie aussi d'accompagner des gens vu que je suis aussi dans le secteur d'activité, comme d'ailleurs j'ai une boîte où potentiellement, tu sais, moi je t'accompagne en tant que monteur, potentiellement je peux bosser avec toi plus tard, tu vois. Donc j'ai aussi envie de former des gens qui derrière vont s'y tenir et sur 3 ans ils vont être encore là. C'est juste accompagner pour avoir 2-3 clients et qu'après au bout de 3 mois tu te dis oh, finalement ça m'intéresse pas tant que ça et tout. Bah encore une fois j'aurais l'impression d'avoir perdu mon temps. Certes j'aurais fait mon blé mais à quoi bon, tu vois. Moi j'ai aussi envie de faire vivre le domaine dans lequel je suis. C'est trop important d'avoir des gens qui ont des bases et qui sont motivés. C'est sur combien de temps que tu accompagnes les gens, toi? Environ 1 mois et demi, ça dépend un peu comment ils avancent. Je me mets pas de pression. Bon, on va pas aller sur 6 mois, mais en gros, c'est ça. 1 mois, 1 mois et demi. Et tu les accompagnes du coup à avoir plus de clients, à développer plus sur leurs compétences déjà acquises? Ouais, en fait, c'est un tout. Moi, j'accompagne vraiment à, comme tu le disais, apporter ce côté tes visions en haut, t'apportes une clarté. Donc après, tu as différents profils. Moi, je vais avoir un peu. C'est scindé en gros entre 2 profils. Je vais avoir celui qui est vraiment au tout début. Genre, il s'est formé en montage en autodidacte ou via une formation. Et il sait qu'il a les compétences, qu'il a un premier truc à vendre, mais il sait pas trop comment le faire. Et du coup, on revoit tout, l'organisation, fixer son prix, se mettre sur les réseaux, bien démarcher, faire des calls. Donc là, j'aborde vraiment toutes les méthodes et je le suis pour que, du coup, grâce à ces méthodes, il ait ses premiers clients et après, par la suite, il continue de les mettre en place pour en avoir d'autres. Et l'autre profil de clients, c'est ceux qui vont être déjà un peu lancés, tu vois, par exemple, depuis 1 an, 2 ans, qui, eux, du coup, ont déjà un petit peu de leur gars, un petit peu déjà démarché, tu vois, ils ont déjà quelques clients. Mais en réalité, tu vois, il y a plein de choses qui font pas forcément bien. Et du coup, moi, je reprends tout, cette base-là, je rapporte des méthodes qu'ils ont peut-être pas, je reconfirme certaines méthodes qu'ils avaient un peu, mais de manière un peu chaotique. On restructure tout. Et derrière, ils ont une meilleure vision, ils ont des clients peut-être qui leur plaît plus, ils génèrent peut-être plus. Donc voilà un petit peu les 2. Ouais, c'est super intéressant. En vrai, tu les rends autonomes en fait. Ouais, c'est un peu ça. Je leur donne plus de structure, plus de clarté. Ok, super intéressant. Et toi, frérot, du coup? Moi, j'étais parti à la base vraiment dans la. Toi, je sais que tu as accompagné aussi au niveau de la création de contenu, au niveau de la monétisation, tout ça. Moi là-bas, j'étais vraiment parti dans l'information pure. Et là, je suis en train un peu de transiter. Alors, je découvre, encore une fois, entre tout ce qui va être la partie consulting et la partie prestation. Bah, tu vois, la semaine dernière, par exemple, et ça m'a vraiment fait prendre conscience de la puissance de YouTube au format long versus le format court. Où, moi, tu vois, il y a 10 jours, je reçois un mail. Donc, c'est une agence, une entreprise qui me contacte pour faire justement la prestation pour eux. Donc, un lead qui tombe, il m'a découvert sur une vidéo YouTube que j'avais postée il y a 2 ans. Elle tourne encore, tu vois, j'ai totalement oublié. Alors que sur le format court, c'est un contenu, en fait, pour ceux qui ne savent pas, au bout de 90 jours, tes vidéos, elles ne sont plus dans le feed pour toi.
Au bout de 90 jours, tes vidéos TikTok, tu oublies, elles sont plus proposées. À moins que le gars il va sur ton profil, il cherche. Et donc ouais. Donc là, tu vois, par exemple, là, il y a une semaine, donc j'ai signé un contrat pour faire la prestation. Je suis en train un peu de me découvrir dans tout le domaine. De toute façon, ça restera dans la création de contenu. Dans tout le domaine de création. Après, il y a aussi l'entreprise que j'ai lancée avec mes associés. Donc sur les mangas, tu sais, l'application. Oui, c'est vrai que j'avais vu passer l'application. Ouais. Ouais. Pas mal. Ça vous intéresse pas, vous, les SaaS, app mobile? Moi, ça m'intéresse, mais peut-être dans un deuxième temps, plus tard. Ouais. En fait, moi, j'ai toujours envie de me mettre à fond dans des projets, donc du coup, je t'en pose parce que si je commence à me mettre dedans, Non, mais ouais. et c'est super intéressant. Toi, du coup, t'es dedans. T'es en plein dedans. Bah là, encore une fois, alors après, moi, je sais pas où, j'ai plein d'idées, en fait. Tu vois, j'ai plein d'idées, mais le problème, c'est que le temps, il manque. C'est le fléau des entrepreneurs, ça. Exactement. Mais le temps manque. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment une leçon, tu vois, que j'ai appris forcément avec le temps. Tu es obligé de rester focus. Si tu veux vraiment que tes projets ils décollent, tu peux pas être sur 50 000 projets. Et moi, j'avais cette tendance, tu vois, un peu à m'éparpiller. Donc maintenant, mes deux plus gros focus, c'est essayer de créer la chose, avoir la vision, et 2, pouvoir structurer ça avec les bonnes personnes au bon moment, tu vois. Et donc là, tu as ces deux branches, un petit peu projet manga / création de contenu que je suis en train de développer. Ok, stylé. Mais ouais, après... en vrai, tu vois, comme tu le dis sur les SaaS, c'est super intéressant parce que les SaaS, c'est devenu une mode aussi, comme la formation, et tout le monde veut lancer un SaaS et tout. Moi, j'en ai un en préparation, donc peut-être que j'en parlerai un peu plus tard et tout, mais faut résoudre une problématique, etc. Tu vois, et je pense que c'est beaucoup plus simple quand tu le fais naturellement. Genre, t'as une audience, t'es dans un business, t'as une problématique qui arrive pour toi, tu te dis, mais est-ce que ça peut m'aider moi? Et du coup, ça vient tout naturellement que de trouver une idée. Après, tu peux trouver des idées parce que t'es dans ce business-là et t'en as plein, tu vois. Et voilà. Après, ouais, non, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. T'es pas obligé de créer une grosse boîte, avoir 10 000 personnes que tu embauches et tout, tu vois. Ça, voilà, t'es en cloud et tout, c'est trop bien, tu vois. Donc, voilà. Bref, ça a l'air aussi très difficile aussi, tu vois. T'as le revers de la médaille, hein. Vraiment un SaaS pour... Tu vois, contrairement à de la vente de formation, où en 30 jours, tu peux faire, si t'es visible sur les réseaux, 2-3 cas, le SaaS, pour le faire prendre au début, c'est dur. Hein. Je suis pas encore dans cette phase-là, donc je vais pas m'avancer, tu vois. L'investissement que tu mets, il y a pas forcément, selon les SaaS, il n'y a pas forcément besoin de mettre un billet d'entrée énorme. Ouais, non, tu peux faire Bootstrap. Submagic, ils sont Bootstrap. Hein. Ouais, bah tu vois, et ils doivent être pas mal rentables. Enfin, là, je sais pas, ils sont lancés depuis combien de temps Submagic, moi, je les ai découverts en 2023, je crois. Il y a 2 ans. Ouais, donc tu vois, ça fait 2 ans. 1 an et demi, je crois. Ça a l'air de quand même pas trop mal tourner. Ouais, bah eux, je crois que c'était vraiment pour le coup les premiers, parce qu'avant, j'avais pas entendu parler de logiciels pour mettre les sous-titres en auto. Ouais, il y avait. Après, je crois que SendShort est venu après. SendShort, ouais, ils sont venus. Je sais plus. Pendant la même période, je crois. Ouais, à peu près, ouais. En fait, il y en a beaucoup qui sont arrivés en même temps. Il y a dû avoir un boom, ouais. En fait, ChatGPT, c'est simple. ChatGPT arrive et. Il a dit, les gars, amusez-vous. Ouais, de ouf. Tout part. C'est vrai. Non, mais ouais, mais après, voilà, c'est comme tout, ça va. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile que créer une formation, quoi. Enfin, même si c'est très difficile de créer un bon produit, ça dépend s'il est technique ou pas, tu vois. Et en fait, c'est toujours unique, donc je m'avance pas sur les phases de développement, mais moi, j'en suis depuis quelques mois déjà, et c'est très long. Mais voilà, quand tu as un bon produit qui résout un problème, ça vaut le coup aussi, tu vois. Donc, il faut y aller, quoi. Et toi, Gilles, est-ce que tu as eu... Parce que Yannis posait la question, enfin, tu disais que toi, au début, tu avais pas mal ce côté où tu voulais faire plein de trucs, après tu t'es recentré. Moi, je sais que j'ai eu ça aussi. Est-ce que toi, tu l'as eu, ou dès le départ, toi, tu as su au contraire un petit peu vers quoi tu veux aller et t'y aller à fond? Alors, en fait, je me suis toujours focalisé sur un seul business. C'est ce que je faisais pendant des années, tu vois. J'ai fait de l'e-com, j'ai fait du SMMA aussi, tu vois. Et après, j'ai fait beaucoup de freelancing, tu sais, en création de site, etc. Mais je m'étais toujours focus sur un truc. Par contre, oui, c'est le fléau, tu vois. T'as trop d'idées à la fois et tu veux tout faire à la fois. Et en fait, t'es frustré parce que t'avances pas assez sur tout. Mais en fait, je pense qu'il faut avancer petit à petit, chaque jour, sur une tâche, etc. Et c'est vrai que non, j'ai trop de trucs, mais j'ai jamais eu ce problème de pas être... J'ai peut-être eu le problème de tout faire en même temps, mais après, je me suis organisé. Et je pense que c'est ce que je préconise à tout le monde, c'est d'essayer de scinder les tâches. Parce qu'il y a des tâches qui sont importantes et tout. Et ouais, non, c'est le fléau. C'est clair. T'as trop d'idées, t'as envie de tout faire, mais faut y aller petit à petit. Et en même temps, quand t'es créateur de contenu ou t'es solopreneur, t'es sur les réseaux et tout, infopreneur, etc., bah, du coup, t'as trop de choses à faire. Tu dois améliorer ton produit, tu dois améliorer tes skills, tu dois faire de la création de contenu, tu dois gérer. En fait, tu fais tout en même temps.
et tu as plusieurs casquettes. Donc, du coup, tu dois tout gérer. Et ça, c'est super bien. Attention, c'est super bien. Parce qu'à la fin, tu peux déléguer à des gens et tu sais exactement ce qu'il faut leur dire parce que tu connais les tâches, tu vois. Mais après, t'as une grosse tête, tu vois. T'as une grosse tête, voilà. Mais tu vois, ça, C'est ouf. c'est intéressant la réflexion que tu as eue à la fin parce que moi, j'en vois beaucoup, tu vois, qui veulent tout de suite tout déléguer, tout automatiser avec de l'IA, tout déléguer. Je sais pas si tu as été confronté aussi à beaucoup à ces personnes-là. Mais le fait, justement, comme tu as dit, d'abord mettre toi les mains dans le cambouis, Oui. ça t'offre vraiment la vision et les instructions que tu pourras ensuite venir communiquer à tes futurs associés, collaborateurs. C'est que, en vrai, j'allais te dire que c'est clair, il faut qu'on délègue, etc. Mais à partir du moment où tu sais pas comment gérer, comment évaluer ce que tu as délégué, c'est compliqué. Demain, je vais donner du montage à mon monteur. Enfin voilà, je vais lui dire, écoute, tu me montes tel truc et tout, etc. Si je sais pas quel rendu je veux, si j'ai pas touché un peu au truc, etc. En fait, il faut vraiment savoir ce que tu veux et savoir si les tâches sont bien faites. Exemple aussi pour du setting, tu vois. Puis après, tu te fais bouffer sinon. Du Enfin, setting je veux pour dire, plein de trucs, ouais. si t'es pas passé, si avant de déléguer, t'es pas passé toi-même un minimum sur le truc, déjà, comment tu délègues bien? Comment tu fais pour mettre bien ton prestataire? Parce que lui aussi, il a besoin de sentir que tu connais même ton truc. Parce que même s'il est pas là, même si les prestataires, ils sont pas là pour exécuter vraiment au millimètre près et apporter aussi leurs pattes, ils ont besoin d'avoir un certain cadre. Et puis même toi, derrière, si derrière tu dois rendre des comptes, je sais pas, à des clients ou quoi, tu passes un peu pour un bouffon s'ils se rendent compte qu'au final, tu connais pas plus que ça ton truc et que finalement, tes propres prestataires ont l'air de mieux connaître ton truc que toi, quoi. Donc, pour avancer sur le long terme, c'est important d'être passé par chaque étape que petit à petit tu délègues. Mais tu vois, ce qui est intéressant, ce que tu disais, ça mène à une autre réflexion qui est est-ce que justement déléguer c'est obligatoire? Moi je pense qu'à un certain moment oui, c'est totalement obligatoire, mais je pense que il faut faire un travail sur soi parce qu'il y a des gens qui ont du mal à déléguer. Je pense qu'on est tous peut-être passés par là parce que tu as envie de le faire toi-même et tu le fais trop bien, tu vois. Mais je pense qu'il faut déléguer des tâches et mettre son ego de côté et savoir tu peux pas tout gérer, tu vois. Genre moi je délègue tous mes calls à une closeuse, tu vois. Donc elle fait le taf pour mon accompagnement, tu vois. Enfin pour closer les gars et tout. Mais c'est parce qu'elle connaît aussi le taf. C'est son taf, tu vois. Et je sais où est ma place, tu vois. En fait, on sait qu'on peut avoir cette compétence-là. Tout le monde peut apprendre toutes les compétences, tu vois. Mais il faut aussi mettre son temps sur des trucs de levier, tu vois. Les trucs les plus importants. Et si t'as pas le temps, si t'as 15 heures de call par jour, voilà. Tu passes pas ton temps sur les choses les plus importantes. Ouais, c'est surtout, comme tu dis, les petits Voilà, détails. Tu les vois, les petits détails. Hein. Ouais. Mais c'est tu peux pas courir après la personne et dire, tiens, il y a ce petit truc-là. Ouais, non, c'est bon. Tu vois, t'as T'es pas pas le temps. efficient même comme ça. Même, tu vois, quand tu rentres dans la création de contenu, prendre un monteur à un certain stade, je pense que ça devient limite. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Même pour les miniatures, tu vois. Ok, tu peux apprendre des compétences pour les faire. Au final, tu perds plus de temps, sauf si tu t'améliores et tout. Mais voilà, ça prend beaucoup moins de temps de payer une personne pour le faire. Et c'est le but, en fait. Non, c'est clair. Faut juste pas tout déléguer, genre à 100%. Et que si t'es hors de ton truc et que t'as plus la main sur tes trucs et tout, t'as pas une visibilité. Tu sors, voilà. Un peu le truc. Ouais, faut un minimum une mainmise quand même, tu vois. Moi, je sais que j'ai du mal sur la. Moi, j'ai toujours délégué Day One parce que, par exemple, quand j'ai lancé mon agence, j'ai direct délégué à des freelances, etc. Sur l'aspect compétences, moi, j'ai pas de problème à déléguer. Parce que, je sais pas, en plus, il y a un folio, il y a un truc, tu vois, et puis, c'est binaire, tu vois. T'as un gars, il cherche ça, t'as quelqu'un qui a ces compétences-là, tu lui délègues le truc. Et moi, je sais que sur le côté humain, par contre, j'ai beaucoup plus de mal. Tu vois, tu sais, toi, tu délègues pour tes calls de closing ou pour des calls, des choses comme ça. Moi, je sais, c'est le genre de truc. C'est très compliqué en fait. Tu sais, quand tu gères toi-même ton image en solopreneur et tout, tu as ta façon de t'exprimer, etc. Même que ça soit, je sais pas, délégué à un closer ou même tu vas t'associer avec quelqu'un et tu te dis potentiellement demain on va se diviser les calls par deux ou quoi. Je sais pas, moi je sais que je fais un travail dessus, mais je trouve que c'est compliqué quand tu dois déléguer plus des tâches où il y a de l'humain, où tu dois montrer ta propre personne, quoi. Après, c'est toute la limite de savoir est-ce que tu rentres dans un rôle où tu vas devenir un peu manager, est-ce que tu laisses la liberté, jusqu'où, tu vois, c'est. Gérer de l'humain, c'est chiant. Après, ils ont des appétences pour ça, tu vois, social, ils sont plus à l'aise. Mais faut avoir la patience aussi, tu vois, faut avoir la. Il y a trop de trucs à avoir quand tu gères de l'humain. Moi, je gère de l'humain depuis 3 ans et demi. En vrai, j'aime encore bien. Dernièrement, j'ai changé avec quelqu'un, il me disait encore, ça te fait toujours kiffer de gérer de l'humain et tout. J'ai en vrai, ouais, mais c'est vrai que t'as plein d'aspects où.
En fait, c'est compliqué parce que t'as des moments où, en fait, limite, il faudrait que tu sois un peu dur, limite, passer pour un connard parce que il faut aussi, tu vois, de te dire non, là, t'as merdé ou quoi. Et puis d'un autre côté, t'as ton côté humain qui dit bah ouais, mais. Enfin, je sais pas, il y a quand même un humain derrière et tout. Et il faut trouver cette limite entre s'imposer, mais en même temps être compréhensif. En plus, quand tu passes avec des freelances, t'as pas bien de subordination. Donc, il faut vraiment que l'équilibre il soit parfait, quoi. Ouais, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je sais que je suis très dans l'humain et des fois, j'arrive pas à imposer des limites. Tu sais, ce côté trop gentil, ce côté t'as pas envie de. Bah, tu vois, ça c'est super intéressant parce que ouais, il faut avoir un équilibre entre les deux. Mais dans tous les cas, faut pas, enfin, moi, je pense comme ça et je fais comme ça. Évidemment, il faut que ce soit un management entre guillemets clean, sympa et tout. Les gens ils kiffent travailler avec toi. En même temps, il faut aussi que tu partes sur la base que tu es sur une fondation de business en fait. À la base, c'est du business. La personne, elle y gagne, toi, tu y gagnes. Et si tout est clair, si tout est honnête, après, on peut rire et tout, on peut faire ce qu'on veut, tant que tout est au clair et que la personne remplit les tâches en face, et même moi, tu vois, c'est good en fait. Tu vois. Après, il y a des façons de le dire, etc. Mais tant que tout est clair, voilà. C'est sûr que oui, il y a des façons de dire, il y a des façons de faire, etc. Respecter les emplois du temps, etc. Parce que si la personne en face bosse aussi en service, en prestataire, en tant que prestataire et tout, elle est aussi à son compte. Donc, il faut comprendre ça. Mais il faut partir sur une base où chacun a des responsabilités. Peut-être que toi, tu payes, peut-être que l'hôtel paye. Voilà. Donc, ouais, il y a juste ce recul-là. Mais ça, c'est avec le temps. Parce qu'au début, tu es peut-être trop gentil. Tu te dis, peut-être si je serais gentil, la personne fait mieux son taf, etc. Non, tu dis juste clairement ce que tu veux. Et voilà. Ouais, c'est clair. Faut merder à quelques endroits pour se dire, ok, bah, la prochaine fois que j'ai ce truc-là, je le prendrai de manière différente. Vous avez des anecdotes comme ça d'expérience, justement, où vous deviez gérer l'humain et... À l'appel. Je pense qu'il y en a plus. Je pense qu'il y en a plus, ouais, ouf. À l'appel, mais là. C'est quoi la pire? La pire. Ou la plus drôle? En fait, la plus drôle, ouais, je sais pas, ça, je pense. Après, la pire, moi, ce que j'aime le moins, c'est quand en fait. Enfin, c'est le problème. Après, c'est le revers de la médaille. Quand tu délègues, par exemple, comme moi, c'est que, par exemple, quand tu as un client, ce client, il se réfère à toi. C'est ton image, s'il y a de la merde derrière, c'est ton image qu'empathie. Moi, c'est un peu ce truc-là, tu vois, où ça me fait un peu chier des fois, c'est que des fois, tu sais, moi, je mets toute mon âme dans un projet avec l'échange avec le client et tout. Et si derrière, par exemple, tu as un prestataire qui malheureusement fait un peu n'importe quoi, bah, toi, tu dois prendre cette responsabilité-là envers ton client, alors que toi, à titre purement personnel, t'as tout fait bien, tu vois. Mais t'es quand même obligé de prendre cette responsabilité de ce que t'as merdé. Et moi, alors j'en ai eu très peu, parce que j'ai quand même la chance aujourd'hui, je pense, de travailler avec des personnes exceptionnelles, et j'ai eu très peu de cas comme ça. Et pour le peu que j'en ai eu, à chaque fois, moi, je suis en mode, putain, ça me fait trop chier. Parce que c'est quand même ton image qui est mise en avant, et t'auras beau avoir fait les choses parfaitement, t'es quand même obligé de prendre en charge ce truc négatif sur tes épaules. Ouais, ouais, quand tu gères humainement et tout, ouais, t'es obligé de prendre. En plus, c'est ton image, tu vois, mais. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours des gens qui font des erreurs, mais après, les gens, ils savent au fond que si c'est juste un prestataire ou quoi, voilà, tu vois, c'est pas un truc, mais. Là, je vais shifter de sujet totalement. Vas-y, shift. Mais je me demandais, du coup, vous, ça fait combien de temps que vous êtes lancé? Wow. Moi, ça. Voilà, la question de ouf. Ah, ça va mettre un coup de vieux là, je pense peut-être à des gens, non, je sais pas. Moi, ça fait. T'es un ancien? Bah, en janvier, ça fera 4 ans que ma boîte existe juridiquement. Non, dans l'entrepreneuriat, toi. Ah, dans l'entrepreneuriat? Ouais. Bah, du coup, 6 ans, hein, je pense. 6 ans, ok. Ouais, depuis mes 18 ans. 2019? Bah, c'est ça, l'année après de mon bac. Donc, ouais, depuis mes 18 ans, et du coup, j'ai ma boîte depuis presque 4 ans. Mais ouais, dans l'entrepreneuriat, depuis 6 ans. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein, parce que les gens, ils se disent 6 ans. Bah, moi, ça fait depuis 2018, 2019. Ah, aussi. Ouais, 6 ans aussi, du coup. Ouais. Okay. Mais tu sais, 6 ans, les gens, ils pensent que c'est 6 ans où tu taffes, etc. C'est 6 ans de réflexion, 6 ans d'échecs, 6 ans où tu passes par plusieurs phases, tu vois les marchés évoluer, tu vois les gens faire de l'argent, peut-être que toi, t'en fais pas. 6 ans où tu vas évoluer toi en tant qu'humain. Ouais, non, ouais, ça fait depuis 6 ans. Ouais. Ok. Et toi, frérot? Bon, moi, je suis le plus récent, on va dire, de vous deux. Moi, je me suis lancé vraiment tard, hein, en fin 2022. Moi, j'avais commencé avec e-commerce, hein, forcément comme tout le monde, j'ai envie de dire. Un peu d'e-com, puis après, je suis parti direct sur la création de contenu, dans l'entrepreneuriat. Hein. Et vous pensez aujourd'hui, vous êtes sur l'échelle de vos objectifs, vous êtes à combien à peu près entre 1 et 10? Ouais, je suis à 3. Hein. 3? Bah, en fait, je sais que j'ai parcouru énormément de choses, mais comme moi, j'ai une vision où je veux faire tellement de choses.
Tu vois, même par exemple, là, au niveau de ma boîte, je vais pas te dire dans 40 ans, j'ai envie que ce soit un gros truc, mais j'ai aussi envie, tu vois, de faire d'autres trucs à côté. Parce que je te dis, moi, je suis entrepreneur, j'ai envie de faire plein de trucs, mais des trucs divers et variés, des business physiques, des trucs qui n'ont rien à voir, limite monter des assos en parallèle sur des thématiques qui te tiennent à cœur. Donc, ouais, moi, si je prends tout ce paquet de jeux-là que j'ai en tête, franchement, ouais, 3 sur 10, hein, c'est déjà pas mal, 3 sur 10. C'est bien, t'es ambitieux. Ouais. Il faut. Je pense qu'il faut un minimum d'ambition quand tu veux entreprendre. Hein. Et vous ? C'est clair. Bah écoute, je peux pas donner une échelle précisément. Ouais, tu dois mais évidemment, j'ai une vision de où je veux aller. Je sais très bien que ça va arriver, tu vois, c'est juste une question de temps. Mais en fait, des fois, tu changes de business, des fois, tu évolues dans la vie, des fois, ta mentalité elle évolue. Donc, les objectifs que tu avais peut-être il y a 5-6 ans sont peut-être pas les mêmes que tu as maintenant, parce que tu es un adulte, un peu plus, voilà, tu grandis. Du coup, tu pensais peut-être atteindre des objectifs à un certain moment. Et au final, tu n'y es pas encore. Et en attendant, il y a d'autres trucs qui sont venus en tête. Donc, tu vois, c'est sur l'échelle, ça va toujours rester, ça va toujours être, je sais pas, ce sera jamais à 10 piles, tu vois. Sauf si vraiment j'atteins tous les objectifs que je veux. Mais ouais, je peux être je sais pas, peut-être, ouais, je suis à 3 aussi, quoi. Voilà, j'ai donné un chiffre aussi. Mais c'est vrai. Parce qu'on est tellement loin. Après, on se dit qu'on a déjà atteint des trucs. Peut-être qu'il y a 5 ans, on serait trop heureux, mais on veut toujours plus. Entre guillemets, hein. Moi, je pense qu'on a quand même la lucidité de s'arrêter un moment et se dire on a le nécessaire. Faut aussi avoir de la gratitude, mais pas dans l'excès. Dans le sens où, ok, j'ai déjà ça, parce que du coup, tu es plus dans la complaisance, tu vois. Et du coup, tu te reposes sur tes lauriers. Il faut avoir la gratitude pour te dire, ok, j'ai déjà ça et les gens, ils ont pas ça. Et en plus, avoir de ton ambition. Pas oublier que tu veux quand même plus, tu vois. Voilà, verre à moitié plein. Ouais, voilà. ça. C'est ça. Et toi? Moi, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de savoir. Peut-être c'est 3, je pense aussi. Après, moi, je me suis lancé, vraiment, comparé à vous, c'est récent. Moi, je me mettrais à 2,5, 3 aussi. Le 3-3-3. Tu vois, c'est un chiffre référence, tu vois. Forcément, parce qu'on a de la vision, on a de l'ambition, et puis, je sais pas si vous, ça le fait aussi, mais moi, je me dis, attends, en 2-3 ans, j'ai pu faire ça. En 10 ans, qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois, dans 10 ans, où est-ce que je pourrais être? Toutes les possibilités qu'il y a, toutes les idées que tu as. Je suis sûr que tu en as des dizaines par jour. Et en fait, les champs des possibles, si tu es ambitieux, il est énorme, quoi. Ouais. Par rapport à ça, moi, je me suis dit... alors, je n'ai jamais pensé à ce côté d'échelle, mais tu vois, par exemple, là, je te dis, je suis à 3, mais c'est pas pour autant que dans 10 ans, je vais être à 5. Tu vois. Moi, ça se trouve, dans 20 ans, tu me reposes la question, je vais te dire, je suis encore à 3. Et parce que je pense que j'aurai toujours cette grinta d'ambition. Moi, je pense que dans la vie, et c'est marrant parce que j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un client qui est un gros créateur de contenu et qu'aujourd'hui, à peu près la trentaine d'années, et qui commence à construire sa vie de famille, tu vois, il s'est marié, il a peut-être des ambitions derrière d'enfants ou quoi que ce soit, je sais pas trop. Et tu vois, là, pour le moment, il délègue beaucoup de choses. Et tu vois, il est dans cette vision de, ok, il a eu des intérêts personnels qui l'ont contraint et forcé à se dire, ok, bah, on va un petit peu arrêter d'être ambitieux, entre guillemets. Moi, je me retrouvais pas mal quand j'échangeais avec lui sur ça, en me disant, je pense que je suis parti pour avoir beaucoup d'ambition, je sais que je ferai peut-être pas tout, et je pense qu'au final, ce qui va me freiner, je pense que, tu vois, ça se trouve, je serai à 3 tout le temps. Et juste, j'irai pas plus loin parce que juste à un moment, en fait, il y aura la vie qui va me freiner et puis j'aurai des objectifs plus personnels et je me dis, bon, bah, au final, là, ce que je fais, c'est bien, je vais continuer un petit peu, mais je vais aussi un peu profiter de ma vie perso. Après, je pense que ça repose. Ça peut reposer beaucoup. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je pense que ça repose beaucoup sur l'aspect financier dans le sens où. Aussi, ouais. Tu vois, tu peux être. Demain, on te dit que tu gagnes 10 fois ce que tu gagnes là, tu vas peut-être élever le curseur. Moi, je pense que oui, ça va jouer beaucoup. Après. Tes succès vont te permettre aussi d'évoluer dans la vie à côté et quand tu auras ce que tu veux au niveau financier, peut-être que tu auras d'autres objectifs à côté. Et ça arrive tout naturellement quand tu augmentes, quand tu prends de l'âge, tu as tout ce qui est vie qui vient, tu vois. Donc forcément, l'aspect financier bien, mais si tu l'as pas atteint, tu es obligé de te mettre d'autres objectifs humains. Et ça rentre en compte aussi dans le truc. Mais l'aspect financier compte, tu vois. Et tant qu'on fait les actions. En vrai, tu vois, c'est comme dans le business, tu vois, tu parles au niveau du montage, au niveau de la création de contenu et tout. Tant que tu fais tous les jours ce qu'il faut, bah, tu vois, sur TikTok, sur la création de contenu, c'est un truc qui est la récurrence, la discipline, elle est obligatoire. Et c'est pas pareil dans tout, mais là, c'est si tu publies pas, il n'y a rien, tu vois. Donc voilà, il y a une discipline, une récurrence, et tant que tu fais les actions, tu pourras voir ton évolution, je pense, tu vois. Ah, j'ai une question. Est-ce que vous arrivez à pas vous féliciter, mais en tout cas à voir un peu vos réussites ou
je sais pas, moi, je sais que j'y arrive pas. Tu vois, genre, je passe des steps, je les vois, mais en 2 secondes, ils passent. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que le temps, il passe trop vite et j'arrive pas à, tu vois, à me féliciter ou en tout cas, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse plus. Et j'arrive pas, tu vois, à prendre le temps d'être content de chaque step, de chaque truc, etc. Je sais pas si vous y arrivez, justement, je sais pas, en termes financiers ou sur d'autres trucs, vous dire, putain, là, j'ai réussi ça, stylé et tout. Moi, je t'avoue que j'ai un peu de mal, mais j'ai l'impression que c'est... Là, ce que je pense que je vais implémenter d'ici les prochains mois, tu vois, c'est plus se récompenser quand tu atteins certains paliers. Pour matérialiser peut-être Exactement. plus le succès. Pour que tu le vois plus. Ouais. Parce que si tu es là, c'est cool, ton CA, t'as pris 30% de plus que le mois dernier. Mais concrètement, je veux dire, si t'es dans le même appart, tu fais les mêmes actions tous les jours, ta vie, elle change pas. Moi, par exemple, tu vois, quand j'allais encore en cours, il y a pas si longtemps que ça, mon quotidien, tu vois, c'était exactement le même que quand j'entreprenais pas. Quand je générais zéro, tu vois, c'était... Quand je dis le même, tu vois, c'est... Je restais à la maison, au lieu de jouer aux jeux vidéo, juste je travaillais sur mes business, quoi. T'avais pas eu l'impression d'avoir un gros step, quoi. Ouais, exactement. J'étais pas comme ils te le vendent, là, les entrepreneurs, dans les penthouses, en vacances tout le temps. Le quotidien, c'était le même. Et du coup, tu vois, intellectuellement, mentalement, j'ai pas ce sentiment, comme tu as dit, de devoir franchir un gros milestone. Alors pourtant, en fait, des petites actions comme partir en voyage un peu plus souvent, profiter un peu plus, ça peut te matérialiser la chose. Je pense que ça pourrait être une solution. Matérialiser les steps de succès, quoi. Te faire plaisir, profiter en fait du fruit que tu as cultivé pendant plusieurs mois. C'est clair. Bah, tu vois, comme tu disais, si tu n'arrives pas justement à... Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est récurrent chez les gens qui se travaillent à leur compte. Mais il faut voir dans quel mood tu es aussi, tu vois. Des fois, tu es dans des moods, j'ai le verre à moitié plein, des fois le verre à moitié vide. Donc des fois, tu peux avoir un petit succès que de base, un petit truc que voilà, tu penses que c'est rien, mais au final, tu le fêtes, tu vois. Et des moments où tu vas passer dessus. Et voilà, c'est tout. Et en fait, ce qui est super intéressant, ce que tu dis, c'est un truc que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps et que je considère plus, c'est la matérialisation. Donc tu vois, typiquement, rien le fait qu'on fasse ce podcast-là, c'est aussi une matérialisation de l'aventure de la création de contenu aussi, tu vois. Et l'investissement que tu fais, ça te permet de débloquer des croyances. Donc si demain tu loues la voiture de tes rêves et tout, tu sauras qu'elle est là, tu sais qu'elle est réelle et ça matérialise le truc et tu sais que c'est possible en fait. Donc ouais, là je suis d'accord avec toi. La difficulté en tant qu'entrepreneur ou solopreneur ou quoi, ceux qui font des projets, c'est de l'investissement que tu vas mettre si tu te récompenses trop souvent, etc. Est-ce que ça peut te freiner au niveau de tes projets, investissements? Il faut avoir un juste milieu. Mais je trouve que se récompenser, ça évolue parce que sinon tu vas attendre toujours d'avoir plus, jusqu'à ce que tu aies ta grosse caisse ou quoi, ou ta maison, etc. Et ça peut mettre 10 ans et du coup tu ne seras pas récompensé. Et je trouve aussi que les voyages sont pas mal aussi pour ça. Je pense que tu avais un truc à dire là. Ouais, les voyages, carrément, c'est vraiment un peu ma vision, tu vois, maintenant que j'ai plus besoin, j'ai plus la contrainte école, tu vois, je suis libre comme un petit oiseau, je peux profiter un peu plus. Et autre question aussi que je me posais, vous, dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui, sur ces 6 ans d'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez que l'école, ça a été un facteur déterminant dans là où vous êtes aujourd'hui? Où vous aurez pu faire tout ce que vous avez fait aujourd'hui sans forcément, après le lycée, je parle, aller faire des études. Et tu poses des questions j'aime bien, moi. pièges. C'est très important. Non, c'est vrai, c'est bon. Le mot déterminant, non, je pense qu'il est trop fort. Déterminant, non. Après, moi, je sais que l'école, j'ai toujours dit non, ça ne m'apportera pas. Avec le recul, maintenant que j'ai j'ai quelques années dans l'entrepreneuriat, je me dis, ok, j'arrive à visualiser potentiellement ce que ça m'a apporté. Après, moi, je sais que j'ai fait des études. Enfin, j'avais pas fait beaucoup, tu vois, j'ai fait Bac+2, mais je suis allé directement dans un truc qui est quand même en relation avec ce que je fais. Tu vois, j'ai fait un BTS gestion des entreprises. Aujourd'hui, je gère ma propre entreprise. Donc, tu vois, il y a quand même un lien. C'est pas comme celui qui fait autre chose et qui en parallèle, il développe un business. Donc, moi, j'en ai quand même trouvé des compétences. Maintenant, c'est des compétences qui ont été très basiques, qui, en l'espace de 6 mois au début de mon activité, bon, bah voilà, j'ai balayé les 2 ans. J'ai utilisé voilà, la connaissance que j'avais eue en 2 ans sur l'espace de 6 mois. Maintenant, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que ça t'apporte en fait une certaine rigueur, une certaine technique. C'est comme quand les parents ils me disent ouais, les mathématiques,
Pythagore, machin, ça te servira pas, mais ça va t'apporter une logique. Bah, moi, je trouve que ça, pour le coup, ouais, ça me l'a amené. Quand je vois, par exemple, derrière, des fois, des freelances qui ont arrêté au bac, etc., quand ils vont aller sur Internet chercher qu'est-ce que ça veut dire ça, ils vont voir des termes juridiques, ils vont être en mode, c'est quoi ça? Bah, tu vois, ça, c'est le genre de truc où moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que c'est plus fluide. Et je pense que c'est sur ces choses-là que ça a pu m'apporter, apprendre plus facilement, comprendre plus facilement des choses, me mettre peut-être plus facilement dans le business, parce que je connaissais déjà un peu l'écosystème-là, les mots qui sont autour de ça. Là où t'en as d'autres, ils arrivent là-dedans, frère, c'est la découverte. Ils disent, putain, c'est quoi ce monde de tarés, quoi? C'est vrai. Hein. Ouais, je pense sur l'aspect un peu de réflexion. Ok. Et vous? Simone, bah vas-y frérot, dis-moi. Bah moi c'est... Toi, t'en sors tout juste, t'es encore tout frais, là. Je suis encore tout frais. Moi je pense que ça dépend beaucoup déjà l'école que tu fais, c'est quoi? Les Moi j'ai profs. remarqué... Ouais, exactement. Les profs aussi, ouais. Les profs, j'ai remarqué quand même un pattern intéressant, tu vois, chez tous les profils ingénieurs. Par exemple, tu vois, ça se répertorie beaucoup dans leur façon après d'agir, de structurer des business beaucoup plus carrés, tu vois. Même dans leur vie perso. Dans leur vie perso. Mais tu vois, je pense qu'effectivement, en fonction des études, ça t'apporte des choses. Après, si tu vas, je sais pas, à la fac pour aller à la fac, parce que on t'a obligé, on t'a contraint, tu vois, pour moi, je pense que ça apporte pas grand-chose. C'est plus inutile qu'autre chose. Tout est dans la réflexion de pourquoi tu y vas et qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter et les compétences que tu vas développer, est-ce que tu penses qu'elles pourront t'aider, tu vois. Ouais, c'est d'accord. C'est plus... bon, après, t'as beaucoup de débats maintenant sur les réseaux de je fais plus que la prof, pourquoi je suis assis, tu vois. C'est facile à dire. Mais tu sais que, ouais, après, les études, ouais, c'est quand même un gros sujet, hein, quand même. C'est un gros sujet. Après, ça dépend. Genre, ta question, est-ce que ça va te servir si tu es entrepreneur, enfin, si tu fais quelque chose qui est totalement, qui est pas du tout lié à ce que tu fais. Est-ce que tu fais des études qui sont pas liées à ce que tu fais actuellement, tu vois. Moi, je pars du principe que les études, les gens, ils peuvent se lancer sans avoir fait d'études, c'est cool et tout, ils font ce qu'ils veulent et tout. Après, moi, ça me sert pas forcément maintenant. Si j'ai un bac plus 5 et tout, ça me sert pas, tu vois. Mais ce qui est important, c'est que ça m'a permis d'avoir un certain cadre. Certains cadres, et après, c'est en lien aussi avec ce que tu veux plus tard, peut-être pour ta famille. Est-ce que ta famille, ils ont besoin d'une sécurité pour toi? Ils disent, OK, t'as besoin d'un diplôme et nous, on veut que t'aies ça avant que tu te lances, etc. Tu vois. Donc, ça dépend aussi de ta situation. Mais ouais, ça te fait un cadre et surtout, ça peut t'apporter des amis aussi, tu vois. Moi, j'ai rencontré 2-3 personnes qui sont maintenant des amis proches, tu vois. Donc c'est important. Après, ça m'a pas beaucoup servi, mais dans le cadre, tu vois. Il y avait la culture G, il y avait aussi... Il y a plein de trucs. Il y a trop de trucs, ça dépend de ce que tu fais. Mais au moins, si un jour tu te dis, moi, j'ai voulu faire ça, je me suis dit, OK, j'ai un diplôme pour la famille, et si un jour je dois être en plan B, faire un travail classique, entre guillemets, bah du coup, j'aurais déjà mon diplôme. Après, maintenant, effectivement, j'aurais préféré me lancer plus tôt, parce que maintenant, tu te dis, si ça commence à fonctionner pour toi, l'entrepreneuriat, tu te dis, j'aurais dû le faire plus tôt. Peut-être que c'était ton moment à ce moment-là aussi, tu vois. C'est ça. Et j'avais une question, ça me fait rebondir sur un truc, là, ce que tu disais, le côté... c'est aussi un endroit qui est sympa pour se faire des amis, pour sociabiliser. Justement, quand tu sors de ce cursus-là, est-ce que vous avez senti un avant-après, peut-être maintenant, pour faire plus facilement des connexions? Moi, je sais, par exemple, de mon côté, pareil, à l'école, tu connectes avec des gens plus facilement et tout. Moi, je sais que depuis que je suis sorti du système scolaire, c'est beaucoup plus compliqué de connecter avec des personnes, vraiment pour avoir peut-être un autre lien avec business. Tu vois, j'ai mes potes de l'enfance, etc. Ouais. Mais depuis, tu vois, j'ai pas forcément créé de nouvelles connexions amicales, ou alors c'en est, mais qui proviennent du business. Et donc, même si je mets le mot pote ou ami dessus, je trouve que c'est quand même, tu vois, dans une section un petit peu à part. Parce qu'il y a quand même une base de business et je sais pas, j'ai un peu de mal. Je sais pas si vous arrivez peut-être à continuer à vous créer des relations depuis que vous êtes sorti peut-être du système scolaire. Je sais pas trop. Franchement, c'est une super... t'as bien rebondi. En fait, tu sais, l'école, dans tous les cas, c'est éphémère, dans le sens où à un moment, ça va se finir et tout. Ceux qui sont dans un cursus assez classique, ils vont tout le temps avoir... du contact, parce qu'ils vont être dans un travail au bureau, etc., etc. Tu vois, donc ils vont toujours avoir du contact avec des personnes, et souvent même au taf, t'as des réunions après le taf, t'as des trucs, etc. Donc tu peux créer des liens et tout. Pareil, mais un peu sur le taf. Je pense qu'il faut trouver un autre endroit. Moi, c'est plus, tu sais, quand je vais à la salle, je me fais des potes qui après on sort ici, etc. Et voilà. Et c'est exactement ça. En fait, faut aller dans des endroits où il y a du monde, et du coup, si c'est plus l'école,
faut trouver un autre endroit. Et après, moi, c'est tout naturellement, tu vois. À la salle, si tu fais une autre activité, mais c'est plus au niveau du sport, tu vois. Et je pense hein, que si tu es solopreneur ou tu bosses pas en coworking ou quoi, il y a tout intérêt, en tout cas pour ceux qui se lancent, à avoir plus de contacts que la norme. Parce que les gens qui vont au taf, qui vont à l'école, ils ont plus de contacts. Parce qu'ils ont plus de contacts que nous. Nous, on est sur le PC, on bosse pour nous, etc. Du coup, on a tout intérêt à aller se sociabiliser plus que les autres. Et ça, c'est un truc que des gens n'ont pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'on sort comme là, tu vois. On sort et tout. Ça veut dire qu'on est sorti de notre zone de confort et tout. Et c'est un cycle, en fait. Ça apporte encore plus de choses. Et je pense que peu importe où tu vas, faut que tu aies d'autres endroits. Faut que tu aies des safe places, entre guillemets, tu vois. C'est les termes qui reviennent plus en 2025. Voilà, quoi. Non, mais tu vois, je pense que... Bah, pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, exactement. J'avais vu une vidéo de toi et je me suis dit, tiens, j'ai déjà vu quelque part celui-là. Et il est bien avec le téléphone, c'est toi. Et en fait, moi, je pensais que. Tu vois, je me suis dit. Fan par défaut. En plus, j'ai pas beaucoup de vues, rien du tout, tu vois. Et en fait, non, il m'a dit, non, parce qu'on a déjà discuté et tout. Donc, cool. C'est la première fois, du coup, que t'as vu un fan dans la vraie vie. Enfin, un fan. Non, du tout, que quelqu'un avec qui j'ai parlé sur Twitter et tout, tu vois, c'est la première fois. J'avais bossé. Ouais, bah, tu vois, c'est ouf. C'est marrant. Et c'est de là que justement, on s'est connecté, tu vois. Mais ouais, après, alors moi, comme dit, tu vois, moi, c'est assez récent ma transition fin d'école. Et je pense que tu as relevé des bons éléments. Après, tu as des endroits où tu peux venir connecter, salle de sport. Ouais, c'est vrai. Je pense des clubs d'activité. Par exemple, à Nancy, tu vois, je vois souvent là, près de la rivière, là, plein de gens courir en groupe, tu vois. Je pense que tu as des activités comme ça, des clubs dans lesquels tu peux... ou des groupes Facebook, tu te retrouves, tu cours. Des groupes, hein? Je sais pas, il y a des trucs de run, de running, des groupes Strava, tout ça. Juste en mode tu te retrouves et puis Strava, tout ça, Adidas Running et tout, tu vois. Ouais, le sport. Non, mais en fait, tu vois, j'ai l'impression que là, on parle du sport, mais pour moi, c'est primordial. Après, il y a d'autres trucs. Hein. Tu peux aller, dans des trucs de jeux de société, au café, etc. Et en fait, ça va être des groupes, ça va être des milieux, tu vois. Des safe places. Des safe, exactement. Non, les termes de ouf. Mais franchement, ouais, cool, tu vois. Mais sport, les gars, sport, super important. Ouais, c'est important. Je dis ça. Bon, du coup, il reste 5 minutes. On va se poser, je pense, ça pourrait être drôle, ça. On se pose chacun une question et on finit là-dessus. Allez, moi, ça me va. Allez. Ok, go. Vas-y, moi, j'en ai une pour toi. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais retourner un peu dans le salariat ou en tout cas dans un métier classique? Non. Alors, si tu veux, moi, vraiment en 30 secondes, mon parcours, si tu veux, moi, donc, j'ai fait école. Ensuite, je suis allé à bac plus 2. J'ai fait 2 ans de biologie. Ouais. Et ensuite, en bac plus 3, je suis parti dans les écoles privées, là, où tu avais de l'alternance. Donc, c'était mes premières, on va dire, expériences dans le monde du travail. Et non, en fait. Pourtant, j'avais un super patron, super cool. Super sympa. Le taf, c'était du marketing digital. Donc, tu étais devant ton ordi. Tu gérais des pages réseaux sociaux. C'était pas très compliqué. Mais en fait, juste le fait de me dire, tu vois, que à 9h, tu dois pointer et que peu importe ton travail, la qualité qu'il a, tu dois rester jusqu'à 17h. Tu vois, pour moi, déjà, ça n'a pas de sens. Côté liberté, quoi. Enfin, le fait que t'aies pas de liberté, justement. Pour moi, le truc numéro 1, clairement, dans mes priorités, c'est liberté. Et ouais, le fait, en fait, de pointer, de devoir suivre des directives qui ne fitteraient pas forcément avec ma façon de voir, tu vois, ça, c'est juste pas possible. Et puis même aussi le fait que, typiquement, tu vois, quand moi j'étais à l'école, je sais pas si vous, ça le faisait aussi, mais moi, je ressentais un poids. Tu vois, comme un truc qui te pousse sur les épaules, je me sentais pas à l'aise, tu vois. Ouais, pas une aisance à 100%. Non. Alors que là, tu vois, le fait de te lever quand tu veux, de faire ce que tu veux de ta journée, si tu veux rien faire de la journée, juste marcher, profiter, tu peux le faire. Pour moi, tu vois, je pense que ça n'a pas de prix, en fait. Même tu m'offres 15K, 20K par mois. Tu ne tournerais pas dans le... Non, clairement pas. Le switch inverse, c'est impossible. Ah ouais, Mais en plus, on en parlait, je crois. Hein. Ouais. En fait, quand tu te crées des habitudes, tu te crées un truc de vie, tu peux plus. Parce que tu retournes en arrière et c'est un peu chaud, tu vois. Demain, tu as envie d'aller à la pharmacie, tu as envie d'aller chez le coiffeur et tout. Si tu dois demander à quelqu'un pour faire ça, poser des congés, etc., quand tu as la liberté de ça, c'est mort. C'est compliqué. En tout cas, pour moi, sauf s'il y a nécessité et que tu as une famille, tu as des enfants, tu as des responsabilités. Excusez-moi. Donc, mais tu dis un truc tout con, mais c'est ça. Aller chez le coiffeur à 14h. Il n'y a aucun monde dans le salariat où tu peux faire ça. Tu dis, excuse-moi, frérot, je vais aller juste me faire une petite coupe. Là, juste 30 minutes, je vais me faire couper. Tu prends ta journée pour ça. Ouais, c'est ça, hein, t'es obligé. Puis rien que te dire que demain... après, il n'y a rien à juger parce qu'on a tous des proches dans le salariat.
nous-mêmes, moi, je suis passé en alternance, donc voilà. Mais le fait de me dire demain à 9h pile, je dois être sur place, etc. Non, tu vois. Demain, je suis à 9h pile, je suis devant mon bureau et je bosse pour moi, tu vois. De toute façon, il n'y a pas de jugement là-dessus. À l'inverse, t'en as, ils sont très bien dans le salariat et au contraire, ils gagnent beaucoup aussi. Ils ne même pas être dans l'entrepreneuriat. Parce qu'ils se disent, moi, je suis bien, je rentre chez moi, je suis tranquille, je gagne mon salaire tous les mois tranquille. Et il y en a, ça leur va très bien et c'est OK. Vous, c'est quoi qui vous a fait switcher comme ça en mode OK, salariat plus jamais? Mais moi, c'est pareil, c'est la liberté. Dis-toi, quand j'ai dû faire la bascule, on m'a proposé un poste, j'avais 20 ans, on m'a proposé un poste de direction à 3 500 €. Okay. Là, typiquement, tu te dis, vas-y, go. Hein. Moi, je connaissais bien la boîte, les gens et tout. Et du coup, moi, non, je me suis dit, vas-y, non, je me casse et je vais repartir à zéro pour lancer ma boîte. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est un shift dans lequel je pourrais jamais revenir en arrière. Parce que, en fait, vu la proposition qu'on me faisait, si j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est que j'avais ce besoin de liberté, tu vois. D'aventure aussi. Ouais, aussi d'aventure, ouais, parce que d'avoir aussi cette pression. Et ouais, moi, c'est ça qui me galvanise. Et je pense, l'entrepreneuriat, d'avoir un beau salaire, des belles optiques de stratégie, je sais pas, je pense que tu auras toujours un petit manque de ce truc de c'est toi-même, tu dois te drainer, quoi. Et ça t'a et toi, après, le fait d'avoir vécu ça t'a donné l'envie après d'enseigner, c'est ça, aux gens, de transmettre un peu, d'aider les personnes qui veulent à leur tour aussi faire du montage ou vivre de leur activité depuis chez elles? Moi, j'ai toujours eu cette... je pense que je suis pas le meilleur des coachs ou des personnes pour faire apprendre, mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est de donner de la valeur à des gens qui ne l'ont pas encore. Et de voir ces réussites grâce à ça. De me dire, OK, j'ai eu un certain impact dans la réussite de quelqu'un. Après, je pense que je ne suis pas la meilleure personne en termes de pédagogie, mais moi, c'est cet aspect-là qui me fait kiffer. Ok. De toute façon, on mettra vous retrouvez en description les liens de Louis. Donc pour tout ce qui est montage vidéo, Gilles, TikTok et moi, ça sera toute la partie shorts. Gilles. Ouais. J'avais oublié de préciser, mais en vrai, il y a tout le monde qui se trompe, mais il n'y a pas de problème. Gilles ou Gilles. Et ouais, parce qu'en vrai, il y a trop de monde qui se trompe, mais ça, c'est pas un problème, ça. Toi, de ton côté, comment tu fais pour passer tes élèves Comment t'aides tes élèves Vas-y, t'inquiète. Toi, de ton côté, comment tu fais aujourd'hui pour aider des élèves qui prennent ce que tu vends pour passer de 500 à 5000 € par mois, par exemple? Alors, c'est tout simple. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets en place des process. En fait, tout est une question de process. Lorsque tu viens me voir et que tu fais déjà 500 € de chiffre d'affaires, c'est que tu as déjà des process en place, c'est que tu as déjà un business, c'est que tu as déjà une audience. Moi, je t'aide à monétiser un peu plus ça en mettant vraiment une vue d'ensemble sur ton business et en processisant des systèmes. Donc, typiquement, une personne qui passe juste son temps à faire de l'acquisition, elle ne fait pas peut-être du setting, elle ne fait pas du tracking, elle n'a peut-être pas un bon produit. Et moi, je vais l'aider justement à mettre tout ça en place. Comme je suis passé par là, je connais tous ces process. Et donc, je peux lui permettre d'atteindre ces chiffres-là. Il faut simplement qu'elle mette en place tout ça. Et que voilà, simplement. Comment tu t'organises pour ta création de contenu au quotidien? Moi, ça passe beaucoup par l'organisation. J'ai un Notion où je mets plein d'idées. Je sais, voilà, là, il faut que je tourne ça et je me mets aussi des sessions. Vraiment, en fait, c'est l'organisation. Si tu sais, moi, je sais que je publie toutes les semaines le dimanche. Je sais qu'il faut que voilà, chaque semaine, j'ai une vidéo et j'ai pas envie de la faire au dernier moment. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets des sessions. Il y a des jours où je me dis, OK, là, cette matinée, je vais tourner. Donc, si j'ai le temps de tourner 2 vidéos, parce que c'est des sujets assez rapides, je tourne 2 vidéos. Si dans ce même laps de temps, j'avais que le temps d'en faire une, j'en tourne une. Si j'ai le temps de faire 3. Et peut-être 2 jours après, je vais me prendre une demi-journée où je vais faire que du montage. Et je vais essayer d'avancer au maximum une autre journée où je me dis, je vais faire que des extraits shorts de la vidéo de la semaine dernière, par exemple. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir un roulement, de pas trop être à flux tendu. Et voilà, après, évidemment, je fais aussi avec tout ce que j'ai dans mon organisation. C'est pas toujours parfait, mais j'essaie de bien séquencer et de me focus avec des blocs et me tenir à ces blocs-là. Ok, voilà. Super. Parfait. C'est nickel. Hein. Écoutez, les amis, on arrive à la fin. Yes. Franchement, c'était bien cool. Ouais, c'était vraiment cool. Un plaisir. Très sympa. Donc, si ça vous intéresse, les réseaux de chacun des personnes ici présentes sont dispo en description. Et puis, on va certainement retourner encore d'autres clips. Yes. D'autres sessions. Franchement, avec plaisir. D'autres sessions, avec plaisir. 1h30, c'est super court. Ouais. En vrai, ça s'est bien passé. C'était bien. Vous le voyez en temps réel, première expérience pour nous dans le podcast. C'est vrai qu'en vrai, il y a tellement de sujets à aborder que voilà, ça vient spontanément, quoi. Donc, voilà. Et non, franchement, c'était cool. Il y a plein de trucs et tout, voir vos points de vue et tout. Puis c'est cool de se connecter, quoi. Donc, ouais, voilà. Faites-nous des feedbacks dans les commentaires. Si vous avez des retours, on est preneurs. De fou. On est preneurs. Et puis sur ce, exactement.
Et bah à la À prochaine. la prochaine. À la Allez, prochaine. tchuss. Ciao.